Avis spectateurs, alors vous avez vu le titre de cette vidéo et vous vous demandez probablement pourquoi est-ce qu'on reparle d'un thème qu'on a déjà abordé sur cette chaîne. Eh bien il s'avère qu'en plus d'un gros projet qui laisse un peu tourner la chaîne à vide, et en plus qui me fait légèrement ressembler à une parodie de bûcheron québécois, de nouveaux films de la franchise viennent de sortir, et il se trouve que j'ai pas mal de choses à en dire. Alors pourquoi ne pas juste parler de ces films ? Iggy, veux-tu bien expliquer à ces mortels babillons pourquoi est-ce qu'on fait ça, s'il te plaît ? Eh bien, au fur et à mesure des épisodes, notre écriture s'est affinée, ainsi que notre qualité de son et d'image. On fait plus de recherches, les résumés sont plus longs et permettent une meilleure compréhension de notre angle d'analyse. En bref, on bosse plus et on est beaucoup moins des sacs. Ce qui nous permet donc aujourd'hui de vous proposer une version bien plus complète et bien plus travaillée que la précédente. Pour ceux qui ont peur de la redondance, ne vous inquiétez pas, même si mon avis n'a pas fondamentalement changé sur le sujet, et qu'en plus de ça, oui, on a récupéré un ou deux sketchs, ce sont de toutes nouvelles vidéos que nous vous présentons aujourd'hui. Et pour éviter que ce soit trop chiant, on va segmenter les vidéos par Spider-Man, parce qu'à un moment, sinon, ça risque d'être un poil compliqué. Bien, maintenant que tout est clair, bienvenue dans Avis Ciné, profitons donc ensemble de ce remake sur notre voisin sympa, Spider-Man. Alors, avant de commencer, il va falloir que je vous parle un petit peu de mon rapport aux comics. J'ai lu peu, voire pas du tout d'histoire de Spider-Man, et pour cause, le style de parution de ces aventures sont plutôt particulières. De base, tous les comics Marvel sont dans le même univers, permettant une continuité quasi ininterrompue depuis les années 60, et les one-shots, soit les histoires alternatives comme l'excellent Marvel Zombie, écrit par Robert Kirkman, le papa de la BD The Walking Dead, et dessiné par Sean Phillips, Cave Walker et Arthur Saidam, se trouvent dans des univers alternatifs appelés Terre, puis le numéro de l'univers concerné. Exemple, celui-ci s'appelle Terre 2149. Et le truc, c'est que ça peut devenir très vite chiant quand tu lis une histoire en particulier et que toutes les 2 minutes, cette dite histoire fait référence à un autre comics que tu n'as pas. C'est comme si t'avais un pote, pendant que tu regardes un film, qui te parle d'autres histoires toutes les 2 minutes alors que t'arrives à peine à comprendre l'intrigue de celle que t'es déjà en train de regarder. Et c'est personnellement ce qui m'est arrivé avec le comics Old Man Logan, quand je me suis aperçu que Thor, dieu du tonnerre, fils d'Odin et personnage récurrent des Avengers, était devenu une femme. Alors pas que je sois fondamentalement gêné par le bordel, mais sans connaître le pourquoi du comment, j'étais légèrement en mode « qu'est-ce que le fuck ?» Et c'est une critique que l'on peut faire à tous les comics venant des Big Two, DC Comics et Marvel, bien que j'arrive plus facilement à rentrer dans les histoires de chez DC, mais c'est probablement parce que j'ai lu pas mal d'aventures venant de chez eux. Enfin, principalement ce sont toujours les éditeurs indés qui m'ont vraiment le plus attiré, ce qui explique que jusqu'à présent, mon comics préféré soit Promethea, écrit par Alan Moore et dessiné par J.H. Williams, 3e du nom. Enfin bref, j'ai suffisamment parlé de moi. Maintenant, parlons de la star de la vidéo. Apparu pour la première fois en 1962 sous la plume de Stan Lee et du dessin de Steve Ditko, celui qui n'était au départ qu'un easter egg à la fin d'un numéro des 4 Fantastiques finit par avoir sa propre parution sous le nom de Spider-Man. Peter Parker, jeune garçon mordu un jour par une araignée radioactive qui lui donnera des super pouvoirs, et suite à la mort de son oncle et tuteur Ben Parker, il se jurera de défendre les innocents contre les criminels car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais pour ce faire, il va devoir mener une double vie, cachant son secret à sa tante May Parker, seule famille qui lui reste, mais aussi ses amis, particulièrement ses petites amies, comme Gwen Stacy ou Mary Jane Watson. Spider-Man n'est pas un héros qui me fait particulièrement frissonner. J'ai suivi la série d'animation sortie en 1994, dont le générique fut réalisé par Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith. Et j'ai vu tous les films ou presque sortis au cinéma, mais une fois dans l'adolescence, c'est d'un œil un peu lointain que je regardais ces films faire leur place sortant lentement mais sûrement des pages de bande dessinée. Sans forcément comprendre le message profond du personnage, beaucoup trop coloré et bavard pour moi, bien loin des violents et muets Batman ou Watchmen qui ont bouleversé cette période de ma vie, et stratosphériquement encore plus loin d'un Invincible ou d'un Sandman qui ont accompagné les débuts de ma vie d'adulte. Le personnage semblait venir d'un autre temps pour moi, comme un jouet pour enfants qu'on aurait laissé traîner au fond d'un vieux carton et qui, une fois retrouvé, nous rappellerait tous les bons moments passés, sans forcément plonger dans la nostalgie totale. Et c'est justement une méchante dose de nostalgie qu'on va s'envoyer tous ensemble, puisqu'on va parler de la trilogie que tout le monde semble adorer. Spoiler, c'est loin d'être mon cas. Réalisé par Sam Raimi et sorti en 2002, le premier film, sobrement nommé Spider-Man, nous plonge, après un générique méga moche qui te fait bien sentir côté au début des années 2000, dans les pompes d'un tout jeune Peter Parker, joué par Tobey Maguire, qui est littéralement la serpillière publique de toute la ville de New York. C'est la journée sortie scolaire pédagogique au laboratoire de sciences, et après un gros moment malaisant, Oui, là, c'est gênant, hein. Peter est vite rejoint par Harry Osborn, joué par un tout jeune James Franco, dont le père, Norman Osborn, joué par Willem Dafoe, montre beaucoup d'intérêt au meilleur ami de son fils. Professionnellement. De scientifique à scientifique, d'accord ? J'ai peut-être maté trop de porno dans ma vie,
Mais je rappelle quand même, le mec est censé être mineur. Alors que Harry tente un rapprochement avec Mary Jane, jouée par la ravissante Kristen Dunst et accessoirement love interest de notre héros, Peter lui propose maladroitement de la prendre en photo, après qu'elle ait judicieusement fait remarquer qu'il manquait une araignée génétiquement modifiée, et gros coup de bol ma bonne dame, c'est justement celle-ci qui va mordre Peter avant qu'il ne soit rappelé par son professeur à la réalité de sa misérable existence. C'est trop subtil que j'aime pas le personnage. Nous retrouvons donc Norman cherchant à valider un énorme contrat avec l'armée, mais le général Slocum, joué par Stanley Anderson, n'est absolument pas convaincu et n'est intéressé que par un projet expérimental permettant de booster les capacités humaines. Manque de bol, il y a un rat test qui a légèrement pété un câble et le général pose alors un ultimatum à Norman. Réussissez les tests ultra dangereux sur des humains d'ici 2 semaines, au mépris du bon sens et toute éthique, où on vous retire l'argent et en plus on va chez la concurrence. L'armée américaine, mesdames et messieurs. Retour chez Peter où nous faisons la connaissance de son oncle Ben, joué par le regretté Cliff Robertson, et de sa tante May, jouée par Rosemary Harris, qui sont littéralement la représentation des grands-parents parfaits. Peter Parker Rentre avec la tête d'un type qui aurait découvert le compte OnlyFans de sa mère et qui se serait abonné. Ils vont se mettre au lit malade comme un chien après la morsure. En parallèle d'un effet assez moche, Ouh, regardez comment ça fait peur. Norman, dos au mur, tente le produit expérimental sur lui-même et, surprise, ça réussit. Il gagne le prix Nobel, ses travaux permettront à l'humanité de faire un pas en avant, mais aussi à la ville de New York d'être la seule cité à survivre au cataclysme de 2077, en créant la première ville sous-marine et sauvant ainsi des millions de vies après qu'Emmanuel Macron, devenu sa sainteté Jupiter Ier, ait fait exploser le pôle Nord avec une ogive nucléaire pour déloger les derniers anti-vax exilés là-bas, propulsant donc le monde sous les eaux. Pour ce qui en est de Peter, il mourra d'un empoisonnement du sang suite à une morsure d'araignée génétiquement modifiée dans l'indifférence la plus totale, sa famille ne trouvant le corps qu'une semaine plus tard, tandis que la police conclura à une mort accidentelle causée par une overdose auto-érotique, ce qui poussera le laboratoire de New York à poursuivre la famille de Peter en justice pour vol d'un spécimen de recherche et espionnage industriel, criblant de dettes le pauvre couple qui perdit leur maison et poussera Ben Parker à vendre ses organes pour payer le procès qu'il perdra en appel parce qu'il avait vendu ses yeux et s'était donc trompé de salle le jour de l'audience, pendant que tante May Parker finira par se prostituer pour rembourser les conneries de son neveu. Elle aura d'ailleurs un enfant avec un de ses clients qu'elle appellera Patrick, et qui deviendra acteur chez la Warner, mais celle-ci perdra les droits d'adaptation de Superman à cause des faibles entrées en salle du film Superman le pirate dans lequel il a joué. Quant à Mary Jane Watson, elle se mariera avec Harry qui sera rapidement devenu l'homme le plus riche du monde et ne se souviendra jamais de son insignifiant voisin bizarre qui est mort en se branlant sur des photos d'elle défoncées au venin d'araignée. T'es sûr que c'est ce qui se passe dans le film? Bien sûr que non. Bon, bah sans surprise ça foire, hein, Norman tue son collègue Mendelstrom, joué par Ron Perkins, et fait un blackout. Une fois réveillé, Peter s'aperçoit qu'il a changé. Il gagne en muscles, n'a plus besoin de lunettes, déborde d'énergie, et plus important, quand il attrape la banderole du bus qu'il a encore raté, celle-ci s'arrache comme si elle était collée à sa main. Alors à la base, je comptais faire une blague sur la puberté, sur le fait de découvrir son corps, tout ça... Mais si le film il s'amuse à faire des blagues à ma place, bah moi il me reste plus qu'à aller pointer au chômage en fait. Harry retrouve son père après son bad trip et on lui annonce la mort de Strom, ainsi que le vol du planeur et de la combinaison de combat supposée être vendue à l'armée. Là, t'es dans la merde. Pendant ce temps, Peter découvre ses nouvelles capacités, des super réflexes, ce qui lui permet de rattraper MJ au vol. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que cette scène a été réalisée sans trucage, mais a nécessité pas moins de 156 prises. Un sixième sens qui lui permet de voir arriver le danger, et une super force avec laquelle il va mettre une méchante pile à Flash Thompson, joué par un tout jeune Joe Manganiello qui avait une immonde tête à claque avant qu'il ne devienne la réincarnation d'Héraclès sur Terre. Pas le temps de niaiser, c'est l'heure de se challenger. Peter va donc tester son agilité avant de tester la gravité. Il rentre chez lui et se rapproche de Mary Jane qui s'aperçoit enfin de son existence grâce à l'impressionnante démonstration de force de tout à l'heure. N'oubliez pas les enfants, si vous voulez attirer l'attention d'une fille qui vous plaît, massacrez la gueule de son petit copain. Parce qu'on est des bonhommes à un moment. On doit se battre pour conquérir la femelle. Wesh. Flash arrive avec sa nouvelle voiture et Peter réalise que... Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Et repère une petite annonce dans le journal. 3000 $ pour 3 minutes sur un ring de catch. 3000 boules, ça donne une jolie voiture d'occasion. Il se confectionne alors un costume pour la scène, mais en parallèle, on commence à voir que les affaires d'Osborne ne vont pas super bien et que le produit qu'il a testé sur lui-même commence à faire effet. Le jour du match, Peter ment à son oncle pour pouvoir se faire du blé. Sentant que son neveu se fout de sa gueule, il entame alors la grosse discussion parlant des changements que peut ressentir un ado à son âge, mais explique aussi que ses actes peuvent avoir des conséquences et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un peu saoulé par la leçon de morale du papy, Peter lui rappelle comme un sale gosse que t'es pas mon père.
et il lui claque alors la porte au pif avant de partir. Transition caméo, puisqu'on retrouve en présentateur sur le ring Bruce Campbell, grand ami de Sam Raimi qui a signé avec lui la saga Evil Dead et qui reviendra jouer des petits rôles dans chacun des films. Mais aussi dans le rôle du tronçonneur, le regretté 9 fois champion du monde et Hall of Fame, The Macho Man Randy Savage. Ooh yeah! On l'annonce enfin comme Spider-Man, et c'est après un match en cage qu'il se fait entuber par l'organisateur sur son salaire. Un peu rancunier le gamin, quand un voleur braque la recette de la soirée, il le laissera partir. Mais quand il retourne voir son oncle venu le chercher, il retrouve un attroupement autour du vieil homme. Celui-ci s'est fait agresser et voler sa voiture. Alors qu'il rend son dernier souffle, Peter, fou de rage, je sais que ça se voit pas trop mais faites comme si, enfile son costume moche et poursuit le meurtrier dans une cinématique de PlayStation 2. Après un ou deux balancements, il arrive à le coincer et, encore une surprise, c'est justement le malfrat qu'il a laissé s'enfuir. Tu sens ça, Bertol? Non, quoi? L'odeur de la putain d'ironie! Il le confronte, et dans la bagarre, le mec fait un tréplat. Par-dessus la troisième corde! Peter prend la fuite et rentre chez lui consoler Tante May, et portera à jamais la responsabilité de la mort de son oncle sur ses épaules. Et Norman Osborn dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Ben, il fait péter les militaires et ses concurrents qui lui cassaient les couilles. Oui, parce qu'à un moment, spoiler, Norman c'est le bouffon vert. Transition bon dans le temps, Peter, Harry et Mary Jane ont leur diplôme. Tonton Ben nous manque, Papa Osborn est super fier de son Peter, je veux dire de son fils Harry, et c'est le début des actions de Spider-Man au quotidien. Il arrête des braqueurs, on voit des plans sur ce que pense la population de lui, avant d'enfin arriver à mon personnage préféré de tout le film. En effet, comme Spider-Man commence à beaucoup faire parler de lui, le patron du Daily Bugle, Triple J, Jonah J. Jameson, joué par J.K. Simmons et sa glorieuse moustache d'acteur porno des années 70, voit les tirages de son journal être complètement dévorés par ses lecteurs. Il propose donc à la une du lendemain un article assassin sur Spider-Man qu'il méprise profondément. Manque de bol, personne n'a de photos du tisseur de bonne qualité, ce qui le poussera donc à passer une annonce que repérera très vite Peter qui y voit un bon moyen de se faire de l'argent honnêtement avec ses activités de super-héros, en prenant donc des photos de lui-même combattant les criminels. Attends une seconde. T'es en train de me dire que le boulot du mec, c'est de se prendre en photo cosplayé dans un outfit sexy et que les gens le payent pour ça? Ben ouais, les mecs avaient réussi à inventer TikTok et OnlyFans 20 ans avant leur création. Dans le turfu les gars. Peter découvre que MJ se tape Harry, il est donc un petit peu chafouin. Puis Norman se fait littéralement virer par son comité de direction pour pouvoir vendre sa boîte qui a quand même bien remonté la pente depuis que son principal concurrent a mystérieusement été bombardé par un malade sur un planeur. Les actionnaires comptent l'annoncer pendant le forum du monde unifié et c'est justement là qu'on se rend. Harry et MJ roucoulent sous les yeux de Peter qui, tel un pervers maniaque, les observe avec son appareil photo. Ouais, allez bébé, enlève-le haut. Tandis qu'Harry ne cherche qu'à impressionner son père qui, comme par hasard, n'est pas là. C'est alors que le bouffon vert en masque et en planeur arrive en trombe et balance des bombes, transformant le comité de direction en squelette. Ah mon dieu, c'est très désagréable! Peter sauve des passants qui n'étaient pas là sur le plan d'avant, Mary Jane est en danger, caméo de Stan Lee, référence au Superman de Richard Donner, et on a enfin, après pratiquement 1h10 de film, une baston. Bagarre, effets spéciaux moches, Spider-Man sauve la fille avant de la déposer comme un beau gosse sur un toit et d'enfin se présenter comme il se doit. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Pendant ce temps, Norman se rend compte qu'il est éventuellement possible qu'il soit le bouffon vert, et il se propose à lui-même de faire en sorte que Spider-Man le rejoigne pour conquérir le monde. Of course! Il fonce donc foutre la merde au Daily Bugle, histoire de trouver le connard qui fait des photos de l'homme araignée, mais tombe sur l'homme araignée lui-même qui passait justement par là, comme c'est trop de la chance. Après une éjac faciale, il se fait gazer et emporter sur un toit, histoire que le bouffon puisse lui faire une proposition. Dans un discours dont la pertinence n'a d'égal que la profonde stupidité du personnage qui va le prononcer. C'est très con ça. En gros, ensemble, on peut changer la ville ou enchaîner les victimes collatérales par paquet de 12. Il lui laisse le choix et part. Transition fondue au noir, Peter retrouve par hasard Mary Jane, Face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. qui sort d'une nouvelle audition infructueuse. Parce qu'elle n'est pas qu'une jolie bouche pulpeuse posée sur un corps de rêve. La chiotte veut devenir une grande actrice. Petite discussion pendant que la pluie commence à tomber et que des malfrats poursuivent la jeune demoiselle en détresse qui n'est définitivement pas que ça. Peter enfile sa capote rouge d'1m45 avant de mettre une pile aux méchants et d'avoir la scène iconique du baiser à l'envers sous la pluie. Elle a déjà quelqu'un, cette jeune fille est fiancée. Spider-Man repart dans la nuit, J'ai tellement masturbé ce soir en pensant à ça. et le lendemain, il sauve un gosse d'un immeuble en flammes, mais quand il entend une femme hurler, il y retourne direct pour être accueilli par le bouffon vert venu voir si son offre avait été refusée. Bagarre, plagiat de Matrix sur 20 et une petite coupure pas du tout importante pour, justement, le repas de Thanksgiving où, justement, arrive
il veut présenter sa petite copine qui galoche, justement, des connards en salopette fluo dans des ruelles sombres à, justement, son bouffon vert de père. Partie de cache-cache, Peter arrive et on remarque vite la coupure. Norman fait 1 et 1 égale 2 et prend la tangente vite fait, non sans avoir traité Mary Jane de michetonneuse au passage. MJ, légèrement vexé, quitte Harry et une fois de retour chez lui et après une scène de surjeu dont seul William Dafoe a le secret, le bouffon s'en prend à Tante May. Et une fois à l'hôpital où mamie fait une crise d'Alzheimer... D'ailleurs, petit message de prévention, c'est toujours mieux de choper Parkinson qu'Alzheimer. Parce qu'il vaut mieux renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire. Peter fait 2 et 2 égale 4 et percute qu'il est éventuellement possible que le bouffon vert connaisse sa véritable identité. Mary Jane vient pour voir comment va mamie, et après une longue discussion à propos de, je vous le donne en mille et mille, comment Spider-Man est trop beau et trop cool, et comment elle est trop amoureuse d'un type dont elle a jamais vu le visage, et qui pourrait être littéralement ton détraqué sexuel de voisin de palier. Et on dit que c'est l'arrivée d'internet qui a permis aux prédateurs sexuels de plus facilement choper leur proie. Mais je rappelle que les gamins et gamines de ma génération ont grandi avec ce genre de messages foireux. En fait, quand on regarde bien, le masque de super-héros, c'était le chat-roulette de l'époque. Mais, comme dans une mauvaise telenovela espagnole, c'est au moment où Peter prend la main de MJ pour lui dire à quel point elle est belle, intelligente, pleine de talent et qu'elle hurle si bien quand elle est suspendue dans le vide, qu'Harry entre dans la pièce et surprend les deux tourtereaux. Peter, comment tu peux? Je te croyais mon amigo! Perdóname, je n'ai pas pu me le tenir. Pourquoi? Parce qu'elle a un cul de déesse. Donc, direct, le petit Harry raconte tout ça à son papa, qui y voit une superbe occasion de s'en prendre à Spider-Man. Pendant ce temps, Peter, toujours à l'hôpital, discute avec sa tante qui le pousse à avouer ses sentiments à MJ, parce que même elle commence à s'inquiéter qu'il finisse par mourir vierge, et qu'à part la principale concernée, tout le monde est au courant qu'il craque complet sur la rousse. Notre petit génie, au 352 QI, fait donc 3 et 3 égale 6, et appelle MJ en panique car il est éventuellement possible qu'elle soit prise pour cible. Mais c'est justement le bouffon vert qui décroche, et là, Peter passe en mode sérieux. Attention, là il est colère. MJ se réveille sur le pont de Brooklyn, où le bouffon a pris en otage une classe de gamins, Spider-Man arrive, et là le choix est simple, la fille ou les gosses. Lâche-la. Bien piètre choix de mots. Il réussit à rattraper les deux, tandis que nous pouvons nous délecter de la superbe prestation vocale de Kristen Dunst, dont les hurlements vont s'évertuer à vous scier les nerfs méthodiquement pendant les 10 bonnes prochaines minutes. Un bateau arrive pour récupérer les gamins et MJ, mais le bouffon en profite pour tabasser Spider-Man jusqu'au moment où les habitants de New York sur le pont lui balancent tout ce qu'ils trouvent pour soutenir leur héros. Mais une fois les otages en sécurité, le bouffon attrape Spider-Man pour le larguer comme une vieille chaussette dans un bâtiment en ruine. Et alors là c'est festival, le tisseur va s'en prendre plein la tronche et bien salement, jusqu'au moment où, après que le bouffon ait menacé MJ avec la tête d'un prédateur sexuel, personnellement, je trouve qu'il a très bien fait de s'habiller en vert vu sa tête de pervers. Spider-Man fait une descente de testicules tardive et passe littéralement à tabac le bouffi bouffon jusqu'au moment où il retire son masque et joue la carte du « On est une famille, Peter. Tu sais que je vais t'entuber, mais je tente quand même. » Sentant alors le coup de pute, Spider-Man esquive une attaque en traître et Osborn s'empale avec son propre planeur. Avant de mourir, il fait promettre à Peter de ne rien dire à Harry, et il endossera donc la responsabilité du meurtre d'Osborn. Le film se termine sur l'enterrement de Norman où Harry jure vengeance tandis que Peter met un gros vent à MJ alors qu'elle lui avoue ses sentiments. Je serai toujours ton meilleur ami. Bien, avant de rentrer véritablement dans l'analyse, attendez-vous quand même souvent à entendre la phrase « c'était quelque chose pour l'époque ». Non, parce que avant qu'on vienne me dire « mec, tu fais preuve d'énormément de mauvaise foi », j'aimerais quand même rappeler à l'honorable assemblée qui me regarde que ce film a coûté 139 millions de dollars. Matrix 1, sorti 3 ans avant, lui, en a coûté 63. Et rien que là, c'est pas une comparaison, c'est un putain de no-match. Premier truc qui me saoule, c'est gratuit, totalement personnel, non négociable, je me tape royalement de votre avis sur le sujet parce qu'il n'y a pas moyen que j'en change. Pourquoi c'est Nickelback qui a fait le thème du film? J'aime pas Nickelback, et franchement ça m'a royalement fait chier d'être obligé de me retaper un de leurs sons de merde. Bref, plus sérieusement, on va commencer par parler des effets spéciaux, et bon Dieu qu'est-ce que ça a mal vieilli. Et c'est particulièrement flagrant quand une scène en décor réel précède une en total CJS. Alors c'est vrai, pour l'époque, c'était quelque chose, mais c'est justement le temps qui a joué contre eux. Résultat, on se retrouve avec des effets dignes d'un jeu de PlayStation, même si pour le coup le jeu en question serait Metal Gear Solid 2. Et c'est pas non plus comme Matrix Reloaded qui n'a pas été tourné dans les mêmes conditions. On faisait pas encore de franchise de super à rallonge à l'époque. Les studios voyaient d'abord si le premier fonctionnait, et si c'était le cas, alors oui, claquer une suite avec encore plus de fric. Et si ça marchait pas? Oh bah les studios disaient que c'était principalement de la faute des réalisateurs, et qu'ils avaient vu arriver l'échec du film avant tout le monde, mais que dans leur immense générosité, ils avaient quand même claqué un billet.
merci à eux. Poursuivons avec un autre truc qui me fracasse le cerveau, et je sais que je vais pas forcément me faire que des amis là-dessus, mais c'est quoi ce choix de casting? Alors pour Willem Dafoe, je valide, y a pas de souci, mais pour le reste, bah y a rien qui va. Pourquoi les acteurs semblent avoir 10 ans de plus que leur personnage? Et venez pas me dire que j'hallucine, hein, parce que Papy et Mamie Parker, ils ont au moins 190 balais au compteur. Et le reste, ben c'est des jeunes adultes d'au moins 20-25 ans, alors qu'ils sont censés être au lycée. Ouais, et ils engageraient des mecs qui auraient au moins 30 ans au compteur pour nous jouer nous. Une solution pour empêcher tout ça? Délocaliser justement l'action à la fac et non pas au lycée. Prenez des acteurs avec 40 ans max pour jouer de vrais tatis et tontons et le problème est réglé. Mais mieux diriger les acteurs aurait légèrement pu aider aussi. Alors je vais être méchant dans ce que je vais dire, mais je ne pense pas que Sam Raimi était fait pour le genre super-héroïque. Quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait, son truc à lui, bah c'est des films d'horreur, les thrillers et les comédies horrifiques totalement décomplexées. Ce qui fait que je pense que cette inexpérience sur le sujet lui a fait jouer ses acteurs comme dans un mauvais soap-opéra. Résultat, y a aucun filtre, c'est tout ou rien. Willem Dafoe est en total roue libre, Tobey Maguire retient soit une violente diarrhée, soit le balai que l'équipe technique lui a mis dans le cul, James Franco a l'air désolé comme un chien abandonné en début de vacances pendant tout le film, et les seuls à bien gérer leur taf sont Kristen Dunst et J.K. Simmons, même si on est loin d'une Marie-Antoinette ou d'un Mélancolia pour l'une, et d'un Juno ou d'un Whiplash pour l'autre. Après, les acteurs ont eu l'occasion de prouver par la suite qu'ils assuraient dans leur taf, alors c'est pas vraiment de la faute de la Formule 1 si au début du Mans le pilote il est mauvais. Enchaînons avec les petites incohérences, et pour être franc, elles sont légion, mais sont aussi représentatives de la volonté de Sam Raimi de rester fidèle à l'histoire de base. Même si, après concertation avec mon pote Pico Bane, gros fan de Spider-Man qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo, ben j'ai plus l'impression que c'est de la série d'animation de 1994 dont il s'est inspiré. Bref. Passons aux choses sérieuses. Alors, pourquoi personne ne grille alors que c'est aussi évident que le nez au milieu de la figure que Norman Osborn est le bouffon vert? Non, parce que, étrangement, quand les concurrents de sa boîte lui font beaucoup trop d'ombre, comme par hasard ils se font tous tuer, justement avec sa technologie. Pendant l'attentat où on verra les cadres d'Oscorp se faire transformer en squelette, il est le seul à pas être à la fête, c'est pas du tout suspect. Pourquoi y a pas de caméra de surveillance dans un labo qui garde des projets à des millions de dollars? Parce que la seule personne qui s'est publiquement opposée à Norman Osborn fut aussi le premier à y mourir. Mais bon, dans l'idée, Norman n'est pas le pire puisque Peter aussi en cumule des casseroles. Dans la longue liste des trucs qui me font tiquer, Spider-Man n'a pas de lanceur de toile, il a juste un genre de poche naturelle qui lui permet de tisser les toiles à l'infini. Alors pour le coup c'est qu'un détail, mais quand on le compare à un Batman, cet élément enlève naturellement de l'attention, car quand un héros ne peut pas s'appuyer sur ses gadgets, il doit réagir vite à la situation pour trouver une solution, rendant sa victoire d'autant plus satisfaisante. Sans ma ceinture, j'en suis réduit à une sarbacane, 3 fléchettes et une invention officieuse de Wayne Electronics. Et aussi, un autre détail beaucoup plus dérangeant, il devrait normalement avoir ce genre de truc au bout des mains, et on va pas se mentir, sans déconner, c'est pas super glamour. Donc quand je parlais des jacques faciales, ben c'était un peu pertinent, puisque c'est avec ces fluides qu'il tisse ses toiles, et ça rend ce genre de moment, disons... Ah, c'est deg. Ensuite, un super-héros joue les justiciers et se fait appeler Spider-Man. Exactement comme le gars qui a mis une pile au catcheur le plus populaire de New York. Alors pour les 400 personnes dans la salle le soir du combat, ça passe encore, elles n'ont pas non plus vu son visage ou l'ont vu de près. Mais c'est pas parce qu'il a changé de costume que personne ne peut faire le rapprochement. En particulier l'organisateur du combat qui lui a parlé en face à face, et à cause de qui il a perdu une petite fortune. Et ne parlons pas du sauvetage de MJ. On t'a tous vu porter ta tenue sous tes vêtements. Alors pourquoi c'est comme par hasard le jour où tu l'as oublié? Et je sais pas, moi merde, mais fais un effort. Mets ton masque, enlève ta veste et tada, ton identité secrète est sauvée. Parce qu'il y a toujours moyen que les gars que t'as tabassé tapent un putain de portrait robot. Et tant qu'on parle de l'identité aussi secrète de notre héros, Norman, sérieux, quand tu chopes la seule menace et personne en capacité de te mettre des bâtons dans les roues, tu lui offres pas un café sur un toit façon Don Corleone? Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Tu lui arraches son masque pour savoir qui il est, et ensuite t'as un moyen de pression si jamais il refuse ta proposition. Là, c'est limite si le gars il prend pas une pause clope post-sexe en attendant que la Belle au bois dormant se réveille. Je rappelle que ce sont des génies. Surtout Norman. Donc, on a un méchant un peu maladroit, mais le héros... Oh la vache, il en tient une couche. Et ça va me permettre de poursuivre avec un problème majeur de ce film, sauf pour un seul d'entre eux, l'écriture des personnages est ultra caricaturale. Quand je regarde le film avec un œil de 2022, je vois un Peter Parker beaucoup trop loser, à croire qu'être une victime est la seule chose qui le caractérise. Il aurait pu être nuancé, genre mettre le côté petit génie à mort en avant, avec des scènes où les profs sont persuadés qu'il remportera le prochain prix Nobel, et qui gagne justement le respect de Norman Osborn grâce à ça, passionné et fasciné par les sciences, Yes, science! mais qui perd absolument
absolument tous ses moyens face aux filles. Mais là non, t'as juste l'impression qu'on a dit au scénariste. C'est un timide malaisant sans espoir et qu'il a écrit le perso mais en prenant le truc au pied de la lettre. Et c'est pareil pour MJ qui se résume à être la demoiselle en détresse. Alors pour vous dire la vérité, quand j'ai revu les films pour la première vidéo, je me rappelais plus de grand chose. Mais bizarrement, les hurlements de cette dinde en pyjama, je m'en rappelais parfaitement. À l'octave près. Norman est le méchant mégalomane satisfait de son sort. Oncle Ben et Tante May sont littéralement des personnages fonction, conseil de vie pour l'oncle et amoureux pour la tante. Triple J est un vieux con agressif et le seul personnage à vraiment tirer son épingle du jeu, c'est Harry, mais on en parlera après. Et encore une fois, c'est normal d'avoir des personnages fonction parce que c'était quelque chose pour l'époque. Sans parler des mastodontes, que sont Superman de Richard Donner et Batman de Burton, le seul film équivalent à celui-là à l'époque fut X-Men de Bryan Singer, qui montrait qu'on pouvait raconter une histoire de comics tout en étant respectueux du matériel d'origine. Mais alors, pourquoi ça marche dans X-Men et pas dans Spider-Man? Eh bien, en plus du fait qu'il y a plus d'un seul protagoniste et antagoniste, c'est qu'encore une fois, le problème c'est que le film a 20 ans. La première heure de film n'est qu'un résumé long et chiant d'une histoire ultra connue. Prenons la mort de Ben Parker pour illustrer mon propos. Elle est efficace, c'est vrai, mais dans le fond, on s'en branle. Déjà parce qu'on sait qu'il va mourir, je dirais même plus qu'il doit mourir, mais aussi parce qu'elle est calée entre deux scènes d'action qui nous font bien vite oublier que Papy est légèrement en train d'encombrer la chaussée. Hey, dégage de la route, l'ancien! Et qu'à part une scène où Peter chiale sur sa mort, on n'en reparlera pas avant la fin du film, sauf par-ci par-là en clin d'œil de quelques secondes. L'idée c'est qu'on perd en intensité dramatique parce qu'on connaît l'histoire, c'est comme la mort des parents de Batman, au bout de 75 piges, merci mais on a compris. Et pour l'époque, on n'avait jamais vu ça, c'est donc le temps qui joue à nouveau contre le film. Qu'est-ce qui l'a tué? Le temps. Terminons donc avec la technique, et franchement c'est pas ouf. Il y a une sorte de balance qui régit le film. La colorimétrie est pas moche, mais le grain de la pellicule rendrait ça vieux même en 1920. Les plans en CGI sont fluides et bien pensés, mais justement la CGI est moche. Les combats sont montrés de manière agressive avec beaucoup de cuts, un procédé qui aide à dynamiser une scène d'action certes, mais qui, si tu le gères pas bien, comme ça arrive à certains moments parce que la caméra tremble encore plus que ta demi-sœur sur une machine à laver, ça casse vite les yeux parce que tu comprends pas grand chose à ce qui se passe. Les costumes sont beaux, mais ont pris un petit coup de vieux aussi, et comme les chorégraphies trament du cul comme un hippopotame, on dirait un gros épisode des Power Rangers, et c'est encore pire quand je mets la musique derrière. D'ailleurs pour l'anecdote, il faut savoir qu'un agent de sécurité et un de ses potes se sont mis en tête de chourer 4 costumes pendant le tournage. La brillante idée. Ce qui fait que Sony donnera une récompense de 25 000 $ pour pouvoir les récupérer, sauf que les gars se feront pincer 18 mois plus tard. D'accord, j'ai compris. Vous êtes idiot. Bref, jusque là vous vous dites sans doute que j'ai absolument pas aimé le film et que je vais continuer à le défoncer juste histoire de me marrer. C'est vrai que là, j'ai un petit peu pété les deux genoux, faut dire la vérité. Mais il est hors de question que j'oublie ce que le film fait de bien. Déjà, le film fourmille de bonnes idées visuelles, comme la scène où l'on voit les interventions de Spider-Man ou ses moments de doute. L'utilisation de surimpression donne un effet assez joli, ici pour imiter les pages de bande dessinée, un procédé qu'utilisera aussi Ang Lee dans son Hulk sorti un an plus tard, où il mélangera le procédé à des speed screens pour pousser encore plus loin le concept. Ce qu'aucune autre trilogie de la licence ne tentera par la suite, essayez donc d'adapter les cases de comics au cinéma. Et juste pour ça, chapeau bas. Et tant qu'on est là-dessus, l'idée de faire parler les habitants de New York au sujet de Spider-Man rend super bien. Comprenez qu'à l'époque, il y a deux choses qui rentrent en compte et qui sont super importantes à comprendre, à la fois pour l'inventivité mais aussi pour le contexte. La première, les super-héros n'ont toujours reçu que des éloges sur leurs actions, sans parler de Superman qui bosse littéralement au journal qui fait de la propagande sur lui. Dans le film Batman et Robin du regretté Joel Schumacher, il participe carrément à une vente aux enchères en public. Le communiqué de presse aseptisé n'entre pas dans les méthodes de Batman. Mon cul! Les seuls à vraiment avoir un problème avec les héros, au final c'est les méchants. Là on voit des gens touchés par son action, mais aussi ses détracteurs, le plus virulent d'entre eux étant Triple J, mais comme le mec est en pétard contre le marinier depuis les années 60, on va dire que ça compte pas vraiment. Mais on y voit surtout des gens du quotidien dire ce qu'ils pensent à la façon d'un reportage, et ça donne un côté réaliste, bienvenu, qui implique justement les gens pour qui Peter se sacrifie jour après jour. Mais surtout, le contexte. Le 11 septembre 2001, 19 terroristes sous les ordres du groupe djihadiste Al-Qaïda vont détourner 4 avions de ligne, dont 2 qui viendront s'écraser sur les tours jumelles de New York, le World Trade Center, faisant 2753 victimes. À ce jour, c'est l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais répertorié. Autant dire qu'à la sortie du film, c'était encore super frais. C'est resté frais pendant 10 ans en fait. Pour la petite histoire, une des bandes annonces du film a même été censurée car on y voyait Spider-Man entoiler un hélicoptère entre les tours jumelles. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous pourrez encore les voir par-ci par-là pendant les plans larges sur la ville ou encore quand Spider-Man vole. Et là, on touche à un point qui est essentiel dans le traitement des habitants. Quand Spider-Man doit sauver MJ ainsi que les gosses,
l'Écosse, et que ce sont ces mêmes habitants qui l'aident, faisant front commun contre un ennemi monstrueux venu les frapper directement sur leur sol. C'est exactement comme pour les attentats. La métaphore est bienvenue et subtile pour le pays et plus encore pour la ville de New York, en présentant des gens unis cherchant à aider les autres, soutenant l'un des super-héros les plus populaires originaires du Queens. Dites-vous juste que les USA venaient de se prendre une méchante baffe dans la gueule et que les citoyens ne se sentaient plus en sécurité parce que pour la première fois, on était venu les attaquer chez eux. Ce qui fait que les Américains avaient énormément besoin de ça pour commencer à faire leur deuil, et très certainement pas des déclarations limite totalitaristes du macaque castré au QI déficient qui leur servait de président à l'époque. Et parlons de la scène qui suit, ma petite préférée, l'affrontement final. Quand j'étais gamin, je détestais cette scène. Je comprenais pas pourquoi, mais je la trouvais méga sombre et aujourd'hui, ben ouais, elle l'est mais je l'adore. Pas forcément parce que c'est trop kikou dark ou que Spider-Man se fait méchamment dérouiller, mais surtout parce que, à part un méchant faux raccord, ouais désolé mais à un moment, ta lance, tu la sors d'où Norman? De ton cul? Tout y est impeccable. Vous entendez? Y a pas de musique. Pendant quelques minutes, on est tenu en haleine au rythme des coups que prend Spider-Man. Sans déconner, un blockbuster super héroïque avec Danny Elfman qui signe la BO et y a pas de musique pour une scène aussi importante. C'est tellement sombre, le tisseur crache ses dents sans jamais toucher le bouffon, Norman est comme une force implacable que rien n'arrête. Le décor, le montage, les effets sonores, tout est bon dans cette scène. Et quand la musique revient, j'ai rien à redire, excepté peut-être ce que prononce Norman avant de mourir. Perso, j'ai pété une barre et ça m'a complètement sorti du délire, mais j'ignore toujours si c'est une décision du réalisateur pour atténuer la violence du moment, ou juste une vanne placée là pour souligner l'ironie de la situation. Parce que si c'est le cas, ça apporte de l'eau à mon moulin sur l'inexpérience de Sam Raimi sur ce type de film. Tu vois ça dans une comédie d'action ou une comédie horrifique, mais sinon, je comprends pas l'idée de volontairement saloper une scène aussi bonne avec un sorti de nulle part. C'est le genre de haut que tu fais quand tu reçois une lettre des impôts. Bref, toujours par deux ils vont, nous avons parlé du père, maintenant parlons du fils. J'aime beaucoup l'écriture d'Harry Osborn, gamin voulant être comme les autres et fuyant son père riche à crever, mais qui une fois adulte fait tout pour attirer son attention, avec les études, malgré ses difficultés, ou encore la fille. Un cas classique de daddy issues, mais je trouve les choses beaucoup plus subtiles que dans d'autres films. Si vous êtes attentif, le film est parsemé de jeux de regard et de moments où Harry passe au second plan pour laisser Peter parler à son père. La bande originale passe plutôt bien et les moments d'humour m'ont fait sourire, même si la Palme d'Or revient principalement à Triple J qui est sans comparaison. Pour conclure, c'est un gros téléfilm du dimanche soir, le genre de film que tu regardes chez mamie parce qu'elle te raconte pour la 30 millième fois comment elle est devenue chauve après la guerre, et donc pour pas t'endormir, tu te cales devant le premier truc qui bouge un petit peu la télé. Mais pour le coup, le film a rapporté 825 millions de dollars. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Stan Lee a collé un procès à Sony parce qu'ils ont réussi à l'intuber sur les royalties. Une magouille classique dans l'industrie du cinéma dont nous parlerons peut-être un jour si le sujet vous intéresse. Autant dire qu'avec un succès pareil, le studio n'a pas hésité une seule seconde à inviter Sam Raimi au resto, histoire de discuter d'une suite. Et ils ont mangé quoi? Du poulpe! Sorti en 2004 et toujours avec Sam Raimi aux commandes, Spider-Man 2 reprend avec la même narration de Peter qui commençait et terminait le premier film. On le retrouve jonglant cette fois entre ses petits boulots de livreur de pizza ainsi que photographe au Daily Bugle et ses études. Le problème, c'est que super-héros c'est méchamment chronophage comme activité extrascolaire. Résultat, il perd son taf parce qu'il est toujours en retard et qu'on peut pas compter sur lui. Triple J. Patron, votre femme au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci pour la bonne nouvelle. Toujours en forme à ce que je vois, descend encore en flamme le tisseur et se fout royalement de sa gueule. Il est payé une misère et ça n'arrive même pas à rembourser l'avance que le journal lui a prêté, il fonce alors en cours qu'il rate et après avoir servi de papier chiotte à l'intégralité des étudiants de la ville de New York, il tombe sur le docteur Curtis Connors joué par Dylan Baker, qui lui met un méchant coup de pression parce que Peter aimerait bien écrire un exposé de fin d'études sur les travaux du docteur Octavius, mais qui ne l'a toujours pas fait. Même s'il est dur, le docteur s'inquiète beaucoup pour lui et dit à Peter que s'il ne se bouge pas le fiac, ça risque de ruiner ses études. En bref, c'est la bonne grosse merde. Le soir même, il rentre sur sa pétrolette chez sa tante pour être accueilli par ses amis pour son anniversaire. Anniversaire qu'il a oublié parce que tu comprends, il est trop occupé de la vie ce garçon. Ouais, c'est trop bien, on s'éclate. Et c'est l'anniv le plus gênant du monde. Entre MJ qui regarde Peter comme une cougar qui voit le meilleur ami de son fils atteindre sa majorité, et Harry qui ne parle que de Spider-Man parce qu'il a buté son père et qu'il aimerait beaucoup que son meilleur pote, qui, accessoirement prend des photos de lui, balance son blaze histoire qu'il lui fasse subir les derniers outrages. Niveau ambiance, on est sur un bon gros bail d'enterrement là. Bref, rapidement, Harry explique que maintenant que c'est lui qui a pris la tête de l'entreprise familiale, il va mettre des ronds dans les travaux d'Octavius, justement, et propose à Peter d'arranger une rencontre entre eux. Mais quand Harry demande à son pote pourquoi il tente rien avec MJ, celui-ci lui dit qu'il a pas le temps pour les filles. Et, encore une fois, Harry soupçonne que c'est parce qu'il est trop occupé à prendre des selfies. Ce garçon est incorrigible. Il demande alors à Peter s'il connaissait la véritable identité de l'homme araignée, est-ce qu'il lui dirait, et Peter, tel Lucifer ne voulant pas mentir, ne répond rien, ce qui met passablement Harry en rogne. Psst, Harry, spoiler,
Il est juste en face de toi, espèce de neuneu. En fin de soirée, Peter se prend la tête avec sa tante au sujet des lettres d'expulsion, mais celle-ci noie le poisson en jouant la carte du « Je suis une vieille mamie toute fragile, et mon défunt mari me manque tellement. » Ce qui retire visiblement 3 cm du balai qu'a Peter dans le fondement. La douleur devait vraiment être intense pour qu'il soit presque à 2 doigts de lâcher une larme. Il sort les poubelles et tombe sur MJ venu voir s'il y avait moyen d'entamer un début d'embryon de relation. Toujours persuadé de sa connerie, Peter change de sujet et elle constate à quel point il est mystérieux. Dans la plupart des séries romantiques, l'héroïne finit presque toujours avec celui qu'elle ne regarde jamais. C'est souvent celui qu'elle trouve ennuyeux et croit homosexuel. MJ lui souhaite alors un bon anniversaire avant de changer de stratégie. Si la méthode romantique ça marche pas, on passe à la friendzone. Elle lui dit qu'elle voit quelqu'un et que c'est assez sérieux, ce qui fait un peu tiquer Peter, et il dit qu'il sera là le lendemain pour aller voir sa pièce de théâtre puisqu'elle est devenue une petite célébrité. Il rentre chez lui pour être accueilli par son proprio, Monsieur Dickovich, joué par Elia Baskin, qui lui pique le peu de thunes qui lui reste parce qu'il lui doit un mois de loyer, et se pose dans son appartement qui est la définition même de l'insalubrité, histoire de contempler le profond misérabilisme qu'est son existence. Bonsoir, vous regardez, ma fille c'est de la merde et je l'échangerai bien contre celle du roi du Maroc. Transition fondue au noir, on retrouve Harry et Peter qui rencontrent enfin le fameux professeur Otto Octavius, joué par Alfred Molina, qu'on comprend très vite être bien plus motivé par la passion de la science que par le possible prix Nobel que lui fait miroiter Harry. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est la science obscure? C'est de la science tout à fait classique, mais en plus obscure. Si au départ le courant passe pas super, Octavius finit par se lier d'amitié avec Peter. Ce sont 2 oiseaux du même plumage, mais... Otto lui parlant de son projet de créer une source d'alimentation comparable à un soleil. Il finit par dîner avec le docteur et sa charmante épouse, Rosie, jouée par Donna Murphy, et le doc lui donne un conseil en amour. Et si vous voulez qu'une femme tombe amoureuse de vous, enivrez-la de poésie. Que Peter suivra. Alors, je sais que j'en mets plein la gueule à ce pauvre Peter depuis le début de la vidéo, et qu'on soit clair, hein, le fait qu'il va probablement mourir vierge, c'est uniquement pour rire, parce que dans le fond comme dans la forme, je m'en bats royalement les couilles. Ce qui m'emmerde un peu plus par contre, c'est ce qu'il fait subir à cette pauvre Mary Jane Watson. Parce que tu ne peux pas dire à une personne qui t'a avoué avoir eu des sentiments pour toi que ça se fera pas, et que tu peux gentiment aller te faire foutre sur une autre planète, tout en te sentant vexé que cette dite personne décide d'avancer dans sa vie et rencontrer quelqu'un pour essayer ensuite de la reconquérir, sachant que tu vas probablement encore une fois la repousser, parce que je cite, avoir de grands pouvoirs, ça implique de ne pas avoir de vie sociale. Non mais tu te fous de nous? Il y a des centaines de milliers de gens qui arrivent à garder leur vie secrète de serial killer, alors que tes fantasmes de travestissement au lycra, c'est carrément gérable. Qu'on se le dise, ce n'est pas un comportement d'amoureux transi, c'est juste un gros con qui cherche à avoir encore sa poule sous le bras au cas où il se réveille. C'est extrêmement cruel et franchement ça me met hors de moi. Alors là, je vous pose la question, est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce que j'arrive pas à le blairer? Bref, de toute façon, les suites auront l'occasion de prouver que MJ n'est pas toute rose non plus. Bref, Peter fonce pour voir la pièce de MJ et manque de bol, des criminels sèment le trouble dans cette bonne vieille ville de New York. Rendez-vous, bande de criminels! Bien évidemment, il intervient et arrive en retard pour que le caméo de Bruce Campbell l'envoie chier. Et au théâtre, c'est pas comme au cinéma, on te laisse pas rentrer quand t'es à la bourre. Peter se retrouve donc comme un con sur le trottoir, et en voyant MJ sortir, son nouveau petit copain l'aborder, et un cortège de flics foncer dans les rues, il choisit le costume et virevolte aider les flics. Mais une fois en l'air, c'est le drame. Son lanceur de toile le lâche et il s'écrase comme une mouche sur un pare-brise. Mais tout aussi étrange, en regardant par-dessus le building, il est comme pris d'un vertige. Il repart donc par l'ascenseur dans une scène particulière. Cool votre déguisement. Merci. Il a pas l'air très confortable. Il a tendance à remonter un peu à l'entrejambe. Oh, c'est pour ça que tu repoussais Mary Jane depuis le début. D'accord, hein, y a franchement pas de soucis, mec, hein, mais la vache, ça explique tellement de choses en fait. Le lendemain, c'est le début de l'expérience du docteur Octopus. Dieu merci, je commençais à peine à me faire chier. Le bon docteur fait une petite blague. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. Et explique qu'il compte faire rentrer du tritium en fusion, matière ultra rare puisqu'il n'en existe que 12 kilos dans le monde entier. Merci pour cette généreuse donation, monsieur Harry Osborn. J'ai dépensé sans compter. Pour que ça fonctionne, il va contenir les éruptions solaires à l'aide des 4 extensions péniennes qui s'est implantée directement sur la colonne vertébrale et qu'il fait mouvoir par la pensée à l'aide d'une puce de contrôle. L'expérience commence et, sans surprise, ça foire complètement. La force d'attraction du bordel est ultra puissante. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin. Et alors que Spider-Man sauve la vie d'Harry et cherche à couper le courant, le gentil docteur lui met une méchante pile. Ce qui laisse le temps à la baie vitrée judicieusement placée là, dans ce lieu absolument pas adapté pour faire une expérience scientifique impliquant de jouer avec un putain de soleil, de se briser sous la force d'attraction et de tuer sur place la pauvre Rosie qui n'a pas pris la peine de s'enfuir avec les autres comme tout adulte normalement responsable voyant son mari jouer aux apprentis sorciers, mais n'ayant pourtant aucun débris de verre planté dans le corps. Alors, j'ai émis l'hypothèse que dans sa tentative de briser le mur du son avec son hurlement,
Elle a fait vibrer les molécules de son cerveau et ça a permis de créer un anévrisme qui s'est rompu parce qu'à lui aussi ça lui pétait les oreilles. Et la pauvre en est morte. Soit ça, soit les producteurs ont décidé de rester tout public. La vision d'horreur de voir l'amour de sa vie tué a distrait le professeur de son soleil, qui finira donc frappé par une des radiations, ce qui fera fusionner son endosquelette avec son corps, et détruira la puce de contrôle. Spider-Man se rend enfin utile en coupant le courant, et après un fondu au noir et que les pompiers soient venus gérer la situation, Harry, visiblement ruiné, pique sa cri-crise et maudit encore une fois Spider-Man. Direction l'hôpital où le pauvre Dr Octopus n'a toujours pas repris connaissance. Les toubibs sont partis pour tailler dans le gras et le chirurgien fait une petite vanne. Vous savez pourquoi les Portugaises elles pètent après la sodomie? Avant que les tentacules du docteur, dans un réflexe de défense méchamment violent, massacrent tout le monde dans la pièce. Brisé, mutilé, seul et abandonné de tous, le docteur fuit l'hôpital pour se réfugier dans un bâtiment en ruine. Transition en fondu, on retrouve Triple J qui ordonne à Peter d'aller photographier le gala du nouveau héros national, son propre fils, l'astronaute John Jameson, joué par Daniel Giles, qui fait son retour après une mission sur la Lune. Transition absolument dégueulasse Movie Maker sur 20, nous retrouvons le docteur dans son palais d'hiver, qui fait un petit constat sur sa vie. Qu'est-ce que vous attendez pour vous suicider? Sa femme est morte, son rêve de faire avancer la science est parti en fumée avec sa réputation, et alors qu'il pense fortement au suicide, ses tentacules, libérés de la puce de contrôle, commencent à lui parler. Mais comme tentacules c'est extrêmement moche et plutôt impersonnel, je me suis permis de leur donner un petit nom à chacune. Nous avons donc dans l'ordre Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo. Je maintiens qu'on aurait dû choisir les Teletubbies. Elle propose très vite au docteur de reprendre l'œuvre de sa vie, et celui-ci se laisse très vite convaincre par ses nouvelles compagnes. Mais sans la moula pour financer le délire, ça risque d'être compliqué. La solution? Faire un petit prêt à la banque. Retour sur Peter et Tante May, justement, qui demandent de l'aide à leur banque pour garder leur maison. Le banquier, mort de rire, envoie chez ces pauvres venus dégueulasser le sol en marbre de son édifice sacré avec leurs chaussures de prolétaires pleines de boue. Mais, justement, le docteur a choisi pile poil ce moment-là pour venir faire un retrait. Grosse baston franchement ouf dans laquelle les lanceurs de toile de Peter le lâchent encore, et où Tante May est prise en otage mais finit par sauver la vie de Spider-Man, qui laissera le poulpe s'enfuir avec un paquet de fric pour la mettre en sécurité. Il la dépose au parc et prend la fuite avant que son fan club féminin lui saute dessus pour se faire entoiler bien comme il faut. Direction les bouffeurs de caviar, où Peter est encore une fois le vieux torchon à vaisselle sale oublié dans le fond des chiottes. Harry picole comme un pochetron et lui fait une scène avant qu'on annonce la star de la soirée, John qui arrive avec ni plus ni moins qu'MJ au bras. Et là, Peter fait un genre d'AVC. Surtout quand on lui dit qu'elle a accepté d'épouser John, et qu'Harry enfonce le clou en lui collant quelques baffes dans la tronche pour absolument tout. Spider-Man, la relation qu'il avait avec son père, et même MJ. La soirée pourrait pas être pire pour lui. Alors quand je disais que Triple J était mon personnage préféré, je m'attendais pas non plus à ce que pour me remercier, il m'offre cette scène sur un plateau. Parce que le gars a quand même invité Peter à une soirée où il est obligé de bosser, le jour même où son love interest, l'amour de sa vie, décide en fait d'annoncer ses fiançailles avec un autre, le tout pendant que son meilleur ami lui en met plein la gueule pour pas une brique. C'est... Merci Jonah. Cette scène, c'est du miel dans ma bouche. Peter déprime, alors il enfile ses collants et va virevolter de toit en toit avant qu'encore une fois son lanceur de toile ne le lâche et qu'il ne s'écrase par terre au milieu des poubelles. Il tombe sur un journal, mais sa vue se trouble, et quand il tente de grimper au mur, c'est la chute. Cette fois-ci, plus de doute possible, il a visiblement un problème avec ses pouvoirs. Pendant qu'Octopus bosse sur sa machine, Peter va voir un toubib à qui il ment sur son problème. Celui-ci lui explique que ses pannes sont plus d'ordre psychologique. Je comprends pas. L'altitude. À force de se poser des questions par rapport à son alter ego, principalement la possible coexistence entre ces deux vies, l'une s'impose à l'autre et naturellement, il perd ses pouvoirs. Il rentre alors chez lui pour se taper une vision avec l'oncle Ben qui lui dit qu'il peut y arriver, mais Peter a déjà pris sa décision. Il raccroche les gants, balance son costume à la poubelle et reprend donc le cours de sa pathétique et misérable existence. Il déchire tout dans ses études, va voir la pièce de MJ, et quand il cherche à la reconquérir, elle lui dit que c'est impossible car elle est fiancée et que de toute façon il risque encore de prendre la tangente. Il prend enfin ses responsabilités auprès de sa tante, et après qu'elle lui ait dit qu'elle serait prête à tuer le salaud qui a assassiné son mari, Peter vide son sac et lui raconte ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, en occultant la partie Spider-Man. Et celle-ci le prend plutôt bien. Cassez-vous de mon bureau! Mais c'est toujours la grosse merde dehors, car quand un éboueur trouve le costume de Spider-Man, Triple J annonce en grande pompe la défaite ainsi que la disparition du tisseur, et avec cette nouvelle, autant dire que c'est festival et que les criminels se lâchent. Sans parler d'Octopus à qui il ne manque plus que le tritium pour terminer sa terrible machine. Il va donc voir Harry, qui picole encore sur des photos de l'homme araignée. C'est une obsession.
Et si au départ la discussion est tendue, Harry saute sur l'occasion pour passer un marché Spider-Man contre le tritium, en lui expliquant que le meilleur moyen de le trouver, c'est Peter. Même si ça serait quand même cool de pas trop lui faire de mal. Délicate attention. Octopus accepte et pendant ce temps, Peter passe devant un immeuble en flammes et il rentre au mépris du danger quand il entend qu'il y a encore une gamine coincée à l'intérieur. Est-ce que c'est une tradition de laisser des enfants dans des immeubles en flammes à New York? Genre quoi, c'est une espèce de rituel de passage à l'âge adulte? C'est comme ça que vous deviendrez des hommes? Allez bien, putain! Il lui sauve la couenne, mais un pauvre mec est mort à l'étage du dessus, et Peter commence à se dire qu'il est éventuellement possible que Spider-Man n'avait pas que des mauvais côtés. No shit, Sherlock! Il va donc voir sa tante qui déménage pour un appartement plus petit, avant que ces vampires de la banque ne viennent lui prendre le peu qui lui reste. Quand Peter cherche à s'expliquer au sujet de la mort de tonton Benny, Mamie lui dit que ça l'a aidé à tourner la page et qu'elle le remercie d'avoir été aussi honnête avec elle. C'est bien, Jonathan. Allez, on applaudit tous Jonathan. T'as gagné un sourire, bravo. Le gamin des voisins arrive pour aider à bouger les meubles et demande à Peter, qui prenait des photos de Spider-Man, où peut bien être l'araignée sympa du quartier. Et après un discours ultra bien écrit sur l'importance d'un héros, Peter retente le coup et fait à nouveau le grand saut pour se ramasser comme une merde. Après, ses pouvoirs sont encore en lui, c'est juste qu'il a pas la motivation pour qu'il se réveille. Pendant ce temps, MJ prépare son mariage et quand son fiancé lui propose d'inviter Peter, elle se met à douter. Elle enjoint donc notre héros à boire un café pour discuter, mais surtout pour voir s'il y a moyen de reprendre ce qu'ils avaient commencé. Oh putain, vous allez vous décider à la fin. Mais quand elle s'avance pour l'embrasser, Octopus tape l'entrée la plus fracassante de l'univers en balançant une bagnole à travers le bar. Il chope Peter et commence alors la négociation. Dis-moi où je peux trouver Spider-Man, où Leonardo te pètera les deux jambes pendant que Michelangelo te fera bouffer une pizza par le cul. Peter explique qu'il ne sait pas où le trouver, alors Octopus donne donc rendez-vous au tisseur, envoie Peter bouffer le pavé et, pour pas changer, kidnappe MJ dont les vocalismes avaient particulièrement manqué. Peter, qui s'est remis du choc entre temps, s'extirpe des gravats comme pour rire et en cherchant à les suivre, mais en vain, remarque que sa vue va mieux, sa force est revenue, en gros, il a retrouvé la motivation. Il pique le costume épinglé comme un trophée chez Triple J et fonce retrouver le docteur au lieu de rendez-vous. Tu vas découvrir l'étendue de mon grand pouvoir. Est-ce qu'il implique de grandes responsabilités? Non, il implique que je vais tellement t'esquinter la tête que même si ta mère te reconnaît, elle voudra plus de toi. Grosse baston franchement cool qui finira sur le métro. Mais voyant qu'il n'arrive pas à prendre le dessus, Octopus détraque les manivelles du train qui est parti pour s'écraser dans le décor. Spider-Man prend un éclat dans le masque et se voit obligé de le retirer, montrant son visage à tout le monde. Dos au mur, le tisseur tente le tout pour le tout et ralentit le train à la force des bras. Une fois stoppé, il s'effondre à bout de force et les passagers empêchent leur héros de tomber et le ramènent dans la rame pour découvrir un gamin sous le masque. Mais après ce qui s'est passé, ils lui rendent son masque comme si de rien n'était et sont juste heureux de son retour. Mais Octopus, tel un vainqueur du Money in the Bank, profite de la situation et revient après la bataille pour remporter le titre. Malgré que les passagers font barrage de leur corps pour le protéger, ils ne peuvent rien face à Raphaël et Donatello, et le docteur s'empare du tisseur. Superbe transition, on retourne chez Harry où Octopus livre Spider-Man emballé dans un sublime paquet cadeau au barbelé. Tu me plais comme ça, ma belle. Harry, en gros irresponsable qu'il est, donne le tritium au docteur comme promis, chope un couteau pendant que le doc retourne finir son projet et arrache le masque pour découvrir que son meilleur ami Peter était Spider-Man depuis le début. What a twist! Peter se réveille, chope Harry. Harry, as-tu déposé ton nom dans la coupe de feu? Oh allez, avouez, vous aussi vous y avez pensé. Pour savoir où est Octopus, car pour rappel, MJ est toujours sa prisonnière. Retour dans la maison de vacances du doc qui met en branle sa machine. Spider-Man arrive pour la grosse baston et une fois le courant coupé, manque de bol, le soleil veut pas s'éteindre. Alors s'il y a bien une phrase que je m'attendais pas à dire à voix haute, c'est probablement celle-là. Dans l'affrontement, Octavius est parti sucrer les fraises suffisamment longtemps pour lui permettre de reprendre ses esprits, ou en tout cas assez longtemps pour que Peter puisse retirer son masque et lui parler d'ami à ami. Il réussit à le ramener à la raison, mais le problème c'est que le seul moyen d'en finir avec cette histoire, c'est de noyer le soleil dans le fleuve. Impuissant face à ça, Peter ne peut que regarder Octo se sacrifier pour sauver la ville, tandis que lui sauvera encore une fois MJ qui apprend enfin la vérité. Après une petite discussion à base de... Je peux pas être avec toi parce que mes ennemis pourraient te vouloir du mal. Si Harry n'était pas comme et son mari quelconque. Harry entend des voix. Entendre des voix, c'est mauvais signe, même dans le monde des sorciers. Et découvre, après une discussion avec son père que je rappelle décédé, la cachette du bouffon vert et surtout le produit expérimental qui l'a rendu fou. Le lendemain, le mariage a lieu, mais sans la mariée, partie retrouver Peter, et le film se termine sur notre petit couple, ou plutôt sur MJ qui réalise l'ampleur de sa connerie d'avoir planté son mariage pour un maniaque travesti en araignée aux couleurs de l'Amérique, qui prend son pied en se faisant rouer de coups par des connards déguisés en combi latex d'animaux. Ouais, un samedi classique en somme.
Bref, c'était long, mais putain ce que c'était bon. 200 millions de budget pour un résultat bien meilleur que le précédent, mais... Il y a quand même de grosses conneries. On change pas une équipe qui gagne, il y a plein de petites incohérences. Alors, dans la timeline, il y a 2 ans qui séparent le premier film du second. Donc, pourquoi il y a pas de poussière dans la cachette du bouffon vert? Genre, le majordome de Norman y passe tous les jours? Non, parce que moi j'oublie de faire le ménage dans mon appart pendant une journée et il y a moyen de tuer toute une équipe d'asthmatiques en temps record. Mais là, il y a 2 ans qui passent tranquille dans un grenier pourri qui doit puer le moisi et nos problemos. Et tant qu'on est sur toi, Harry, sans putain de déconner, comment tu fais pour pas comprendre que Peter est Spider-Man? Surtout que la seule fois où tu l'as eu en face à face, il avait à peine la moitié de son masque. Pourriez-vous me décrire l'homme qui a assassiné votre père? Il portait un masque déchiré, mais je dirais qu'il avait la taille de Peter Parker, et les yeux de Peter Parker, et la même bouche que Peter Parker, mais je ne vois vraiment pas qui ça peut être. Ensuite, en plus de la mort par AVC de Rosie, la femme d'Octopus, pourquoi faire une expérience impliquant la création d'un micro-soleil en centre-ville? C'est aussi con que si Marie Curie avait testé des barrettes de radium à la terrasse d'un petit café parisien. Parce que, pour rappel, c'est leur premier jet, y a pas eu de tentative préliminaire. Alors, et même avec toute la bonne volonté du monde, non, c'est complètement débile. Même les essais de fusée des concurrents de Norman dans le film précédent se passaient dans un désert. Et c'était pour un engin à propulsion qu'on teste et une fois au sol, c'est terminé. Là, c'est un putain de soleil. Résultat, une fois que la machine est éteinte, le truc il continue quand même de tourner pour produire de l'énergie. Et c'est testé à côté d'un bâtiment civil. Bien sûr que ça pourrait merder. Bien sûr qu'il faut plus d'une tentative pour faire fonctionner un foutu soleil miniature. Mais on fait des tests, des simulations, on prévoit une puce de contrôle de rechange pour les tentacules, et surtout, on fait pas venir les actionnaires du projet et les spectateurs pour une démonstration publique si c'est pas parfaitement sûr, bande de guignols. Même dans X-Men, les gros bonnets de l'armée sont derrière une vitre par balle pour assister à la création de Wolverine. Bon, ça les a pas beaucoup aidés, mais au moins il y avait des précautions, alors qu'ici la situation se résume à prendre un bain à poil devant un réacteur nucléaire. Bah, à un moment, je suis désolé, hein, mais tu testes pas des trucs ultra dangereux n'importe où, c'est un peu de bon sens. Vous leur faites ça dans la Creuse. Tout le monde s'en branle de la Creuse. Et maintenant, parlons de Peter, et oh boy, j'en ai à dire sur lui dans ce film. Pourquoi t'es encore un véritable tocard? Non, parce que je pensais que c'était plié cette connerie depuis le film précédent quand t'as chopé tes pouvoirs. Oh là, lâche-moi, Flash. J'ai décidé que je ne serai plus ton punching ball parce que les choses ont changé. Je comprends la nécessité de passer inaperçu pour ne pas éveiller les soupçons, mais quand même, il y a des limites. Ah, les identités secrètes, c'est insupportable. Poursuivons sur sa relation avec MJ. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais ils sont lourds tous les deux à pas savoir ce qu'ils veulent. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Pour le coup, c'est vraiment des ados, parce qu'être aussi insupportablement indécis sur leur vie sentimentale à ce niveau-là, c'est plus un problème, c'est de l'art. Et ne parlons pas non plus de l'histoire de la pièce de théâtre. Je peux pas rentrer à cause d'un mec de 80 kilos tout mouillé qui me dit non. Pardon MJ, je suis qu'une merde. Non, Peter, tu es Spider-Man. On te dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment, monsieur. Tu regardes le mec, tu lui fais OK avant de chercher et de te faufiler par la grille d'aération, de te poser tranquillou bilou au fond de la salle et de rejoindre ta place, ni vu, ni connu. Mais c'est pas moral de faire ça. Mais pourquoi? T'as déjà fauché une caisse de criminels pour arriver à l'heure et t'as déjà payé ta place, ton argent est déjà dans leur poche. Alors putain, pour l'amour de Dieu, arrête de faire ta victime et de prendre ton costume comme excuse à tous les problèmes de ta vie, certains justement pour te la rendre un peu plus facile. Pour avancer dans les trucs qui m'ont soit ruiné le cerveau, soit bien pété les noyaux, depuis quand on peut genre tranquillement parler aux morts? C'est pas une insulte chez les gitans ça? Sans demander aux charlatans en tout genre, je précise. Parce que là, entre Peter qui tape tranquillou bilou la discute avec son oncle et Harry qui s'engueule avec son père dans les miroirs, comment ça marche? Il y a un service dans l'au-delà chez FaceTime? Putain, on n'arrête pas le progrès. Et pour terminer avec le scénario, et ben le reste du film est assez poussif. Pourquoi Octopus attaque pas la banque de nuit direct après avoir eu son épiphanie? Il y a moins de garde de sécu et de danger pour un braquage la nuit, même un enfant de 5 ans c'est ça. Parce que c'est tellement arrangeant que Spider-Man soit là justement le bon jour pour parler de la saisie de sa tante. Ou que comme par hasard, le photographe de Triple J soit indisponible pour que Peter puisse passer la pire soirée de sa vie et donner de l'eau à son moulin pour tout lâcher. Qu'il est méchant. Bref, c'est très téléphoné par moment, mais ça passe encore. Ce qui passe beaucoup moins, ce sont certains des effets de transition utilisés. En fait, le bon côtoie le médiocre de tellement près à ce niveau-là que ça en devient flippant. Mais pas aussi flippant que l'humour du film, qui souffre des mêmes tares, passant de gentillet... Il lui a taxé ses pizzas à complètement kitsch. L'araignée est un être bien singulier.
Et pour le reste... Bah y a rien d'autre de mal à dire du film. L'histoire se tient plutôt bien, remet en question les certitudes du héros et son engagement. On reste toujours sur un jeu d'acteur plutôt discutable, encore une fois sauvé par James Franco en sale gosse capricieux, et Alfred Molina en grand méchant victime de ses propres rêves. Mais pas que. J'ai beaucoup aimé les jeux de regard, plus particulièrement ceux de Robbie joué par le regretté Bill Nunn, un journaliste travaillant pour Triple J et qui connaît visiblement la véritable identité de Peter, comme on le voit quand il lui pose la question de comment il a réussi à arriver sur place pendant une attaque aussi rapidement, et surtout quand on trouve le costume. Le mec semble déchiré de la disparition de Spider-Man qu'il a toujours défendu devant son patron, mais qui abdique le plus souvent parce que comme dirait ma mère, tu discutes pas avec une brouette, tu la pousses, et bon Dieu qu'elle est têtue cette vieille bourrique de Jonah. Mais pas seulement pour les bienfaits du tisseur. S'il connaît vraiment ou qu'il a des doutes sur le secret de Peter, imaginez à quel point il doit flipper et se sentir mal pour ce pauvre gosse, parce que là il y a deux solutions. Soit il est mort, auquel cas c'est affreux, soit il a dû lui arriver un truc franchement pas cool pour qu'il jette son costume aux chiottes. Et ça sans aucun dialogue, juste par le jeu d'acteur. Un travail assez subtil et franchement bienvenu dans un film où le surjeu est très présent. Les effets spéciaux ont eu un gros coup de polish, il y a qu'à comparer les scènes de vol pour le constater, mais c'est surtout sur les tentacules d'Octopus qu'on le voit. 2004, et excepté les scènes où le personnage est complètement en CGI, elles sont juste magnifiques. Les combats passent carrément mieux que dans le premier, beaucoup plus violent et impressionnant dans la démesure, mais il faut au moins ça pour mettre en scène un combat de titans pareil. Même si on a encore les mêmes procédés qu'avant, surtout pour la scène de l'hôpital qui se passe encore sans musique. On sent que Sam Raimi est bien plus à l'aise derrière la caméra avec quelques plans et mouvements que j'ai trouvé particulièrement beaux. Et je terminerai donc avec l'écriture franchement bonne des discours. La scène où Tante May redonne foi à Peter dans son combat est juste impeccable. À la fois inspirante et touchante, elle a le mérite cette fois-ci de ne pas être ruinée par le contexte. Mais surtout par un bouffon pas foutu de retirer un masque. Pauvre con. Bref, c'est un 1.5. Un 1.5 qui a quand même rapporté 789 millions de dollars au box-office, les mêmes qualités et les mêmes défauts, malgré le fait qu'on va pas se mentir, j'ai quand même bien pris mon pied sur ce film. Donc on a eu un début un petit peu moyen, une suite plus que correcte, voyons maintenant ce que donne la conclusion de la saga. Et entre nous, vu la qualité de ce film, j'ai la méga hype. Je lui ai dit ou pas? Sorti en 2007 et toujours réalisé par Sam Raimi, Spider-Man 3 reprend, dans un climat plutôt calme. La criminalité est en baisse, les habitants adorent le tisseur, grâce à qui le calme et la paix sont revenus à New York, ce qui laisse beaucoup de temps à Peter pour se faire bullies par ses camarades de classe. Ce qui est complètement con, parce que les études sup, surtout aux États-Unis, ça coûte une couille. Alors en règle générale, il y a deux écoles. La première, soit tu y vas pour bosser et tu le fais comme un gros psychopathe, soit tu sèches et tu te beurres la gueule. Mais tu restes pas là au fond de la classe à faire chier justement le premier de la classe. T'en fais un pote histoire de tricher sur lui pendant les examens. Failure is your destiny. Il est premier de sa classe, a enfin le temps d'aller voir MJ à sa pièce. C'est ma copine. Ouais, c'est aussi ma gonzesse. Emotional damage. Il est parti pour demander MJ en mariage. En résumé, tout va bien pour notre petit Peter qui commence à un peu moins être un gros raté que d'habitude. Mais dans l'ombre... des choses terribles se préparent. Car un certain Harry Osborn complote pour anéantir son ami d'enfance. Oh non, la pisseuse se la joue superstar. Je crève de trouille. En sortant du théâtre, Peter tombe justement sur lui et son désir de vengeance est toujours présent. Transition justement sur Harry qui se gaze dans son labo. Instant roucoulade sous une pluie de météorites et, par un hasard ultra forcé, il y en a une qui tombe pile poil près d'un autre petit couple. Une espèce de saloperie génétileuse couleur mazout en sort et s'accroche à la pétrolette de Peter. Sans transition, on retrouve un mystérieux repris de justice, Flynn joué par Thomas Hayden Church, courant dans les rues pour échapper à la voiture de police la plus méga chill du monde. On devrait pas mettre les sirènes, Jean-Marc? Pour réveiller tout le voisinage? T'es dingue. Imagine qu'on dérange une petite mamie pendant qu'on traque ce dangereux criminel évadé. Une fois la menace passée, notre récemment évadé pour bonne conduite tape la pause devant la caméra à moins de 2 mètres de la voiture de patrouille dont le conducteur n'aurait qu'à regarder dans son rétro pour voir le gogol habillé en orange juste derrière eux. Ils sont toujours venus me chercher pour des coups que j'avais pas fait. Pour les coups que j'avais fait, j'ai jamais vu personne. On dit qu'il y a que des crétins dans la pègre, mais chez vous ça vaut pas mieux. Il fait un peu de grimpette pour arriver dans la chambre d'une enfant malade qu'on comprend très vite être sa fille pour y déposer des lettres. Il se change et pique un bout de pain avant de tomber sur son ex-femme, visiblement bien remontée. Un prisonnier en fuite. T'as tous les flics qui sont à tes trousses. Bon, vu l'efficacité des forces de l'ordre, je dirais qu'il a pas grand chose à craindre. J'ai l'impression d'être le mec le plus cool de New York. Elle lui en met plein la gueule pour pas une brique et leur dispute réveille leur fille. Flynn lui fait un gros câlin et lui dit qu'il va tout arranger, surtout en ce qui concerne sa maladie, avant de prendre la tangente. T'inquiète gamine, papa va juste chercher des clopes. Promis, il va revenir. Retour sur Peter qui va annoncer à grand-mamie Tante May qu'il va demander la main de MJ. Elle lui raconte alors comment ça s'est passé avec son oncle. Il était tellement gentil, mais je craquais à l'époque pour ce beau soldat allemand.
Hans qui s'appelait. Et quand ton oncle l'a su, il l'a invité à boire un verre très tard, près de la forêt. Et on n'a plus jamais entendu parler de ce pauvre Hans. Et moi, on m'a offert une coupe gratuite. C'était le bon temps. Elle lui donne sa bénédiction et lui offre la bague familiale de mes couilles. Peter repart alors avec son sourire niaiseux quand tout à coup... Harry s'est enfin décidé à passer à l'action. Peter tente bien de lui expliquer que son père était pas le plus finot de la création, puisqu'il s'est littéralement suicidé comme une burne. Mais comme son meilleur ami n'entend que les sons de ses propres chouinements, Peter clôt la discussion. Oh merde. Désolé Harry, je voulais pas te tuer. Juste te décapiter à la rigueur, mais même pas te faire de mal. Comme Harry ne répond plus, Peter l'amène à l'hôpital. Il survivra, mais gros coup de bol ma bonne dame, perdra la mémoire, ce qui arrange beaucoup Peter. Et voilà comment on expédie une menace teasée depuis 2 films en 30 secondes. Alors à toutes les personnes qui ont envie de travailler dans le cinéma ou tout simplement écrire des scénarios, ça c'est de la merde. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Après c'est nous qui devons nous taper le merdier et c'est pas terrible pour notre santé mentale. Transition commissariat de police pour découvrir le capitaine Gabriel Stacey, joué par James Cromwell, que vous connaissez sans doute pour son rôle de Dr Maboul dans la saison 2 d'American Horror Story, à qui on annonce la future capture de Flynn qui serait, grosse bombe lâchée juste pour l'exposition, le véritable meurtrier de l'oncle Ben. Poursuivi par la police, il entrera dans un site d'expérimentation où, manque de bol pour lui, l'une des machines se met en route pour un test et, surprise... Mais quel monde! Résultat donc, machine de la science plus sable plus homme dedans égale homme sable. Retour sur Harry qui s'est réveillé mais qui a donc perdu la mémoire. Peter vient le voir, et quelle chance pour lui, il ne se souvient pas que Peter est Spider-Man. Ça, c'est un sacré coup de bol! Retour le lendemain sur l'homme sable qui se reconstruit, puis MJ et Peter ont une discussion à propos des critiques négatives de sa dernière pièce. Il lui dit qu'il faut s'y habituer, il est bien placé pour le savoir, mais comme c'est une femme, il faut absolument que le monde entier tourne autour d'elle. Non, c'est pas misogyne. Elle demande à Peter de bien vouloir comprendre ce qu'elle ressent. C'est vrai, c'est pas comme s'il avait été l'ennemi public numéro 1 pendant des années parce qu'un vieux boomer de l'espace l'avait pris en grippe, et que tout le monde lui ait tourné le dos justement parce que les maintenir dans l'ignorance pouvait leur sauver la peau, le vouant à une vie de sacrifice de soi et de solitude. Toi, c'est autrement plus dur. Y a un connard qui tape une critique négative, la première de ta carrière visiblement, procédé absolument pas commun chez les Américains qui consiste à cracher sur les autres histoire d'être le premier à faire du buzz et donc à faire vendre, quitte à taper parfois dans la pire des mauvaises foi. Et toi, tu en fais une affaire personnelle, repoussant la seule personne qui pourrait te comprendre et te soutenir dans cette étape difficile, puisque, justement, il sait déjà ce que tu ressens car il est à ta place depuis des années. Mais c'est normal pour toi de le faire culpabiliser puisque c'est l'une des armes favorites des meufs dans ton genre pour que leurs copains acceptent tout leur délire de princesse. Mais non, c'est absolument pas misogyne du tout. En gros, ce qui l'a fait chier, c'est qu'elle repense à son père qui passait son temps à lui dire qu'elle n'était qu'une bonne à rien. Tu vas briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait. Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Ce que je vois, c'est mon connard de père en train de me parler et de chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Il essaie de tant bien que mal de se rabibocher, mais la discussion coupe court quand la radio de la police sur laquelle Peter est branché passe un appel. Il enfile son costume et fonce sous le regard médusé de MJ qui tire la gueule parce que son mec pense que sauver des vies est plus important que de gérer ses petites angoisses existentielles, qui doivent donc toujours passer en priorité, même s'il y a des morts. Bon, ok, ça va, j'arrête avec les blagues sexistes. Mais sérieux, entre nous, est-ce que c'est pas un petit peu la vérité? Tu vas te faire des ennemis, tu le sais ça? En passant, la saloperie alien est visiblement chez Peter, et me demandez pas comment parce qu'à ce niveau-là, j'avais complètement oublié son existence. En centre-ville, une grue de chantier judicieusement placée au pif sur un putain de building de plus de 140 millions d'étages est complètement hors de contrôle. Et dans le bâtiment d'en face, nous retrouvons Gwen Stacy, jouée par une toute jeune Bryce Dallas Howard, la fille du chef de la police et camarade de classe de Peter, tapant un shooting photo cliché en crevé, qui voit arriver dans le champ de l'appareil une mignonne poutre en acier d'une tonne. Poutre la loot! Fait donc son apparition et c'est le bordel. Le bâtiment part en couille, Gwen est à 2 doigts de tomber dans le vide, et on a droit à la pire introduction de personnage que j'ai vue depuis des années. Voici Eddie Brock, joué par Topher Grace, qui, et attention il faut suivre, est le nouveau photographe à la place de Peter au Bugle, et aussi accessoirement le petit copain de Gwen. Alors le mec ne s'inquiète pas du tout que sa copine soit à plus de 130 mètres au-dessus du sol puisque Spider-Man arrive et sauve la fille. Eddie se présente et autant dire que le gars sous le masque tire un peu la tronche de perdre son job. Il fonce donc au Bugle pour retrouver ce pauvre Jonah qui a visiblement des problèmes de santé. Tu m'étonnes, à force de gueuler sur les gens à longueur de journée, c'est déjà un miracle qu'il ait pas chopé une extinction de voix. Non mais ça va pas du tout. S'il va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose pour cet homme merveilleux qui me donne autant de bonheur au quotidien. Donc en description de cette vidéo, vous trouverez un lien PayPal qui vous permettra de faire des dons à Jonah, qui passeront bien évidemment par mon compte en banque avant, histoire que je puisse les donner en personne. Et grâce à ça, payer moins d'impôts.
On apprend qu'en réalité, Brock est venu demander le boulot de Peter et vendre les photos de l'accident de grue pendant que le dit Peter assiste à la définition la plus magistrale du léchage de cul. Jonah propose un poste à Eddie, mais Peter fait valoir ses droits d'ancienneté. Alors Jonah s'inspire de Jeff Bezos et de sa gestion du code du travail en proposant une compétition amicale et pas du tout malsaine entre les deux guignols. Le premier a tapé des photos de Spider-Man en flagrant délit d'un crime à le poste. Plus tard, au détour de la trappe touriste qu'est Times Square, Peter découvre qu'on va lui remettre les clés de la ville pour avoir sauvé Gwen avec un petit caméo de Stan Lee. Ils foncent ensuite chez Harry qui sort de l'hôpital pour être accueilli par Bernard, joué par le regretté John Lex Paxton qu'on avait vu vite fait dans le second volet, mais dont le personnage était tellement anecdotique que pour être franc avec vous, je l'avais complètement oublié. Et nos deux copains bavassent du bon vieux temps comme deux petits vieux, et malgré le fait qu'Harry est nié à en crever, Peter est toujours pas rassuré. De son côté, MJ se fait remplacer suite à la critique négative, tandis que Spider-Man est le héros du moment, surtout avec la parade en son honneur. Dans ces conditions, le mec ne se sent plus pété, et MJ ne voulant pas lui casser son moment, ne lui dit pas qu'elle s'est fait virer. Brock va vite fait voir sa copine, qu'on apprend en fait ne pas être sa copine, mais juste un flirt sans lendemain. L'atterrissage est rude. Beaucoup trop d'informations, donc retour sur l'homme sable dont le visage n'affiche plus que deux expressions. J'ai méchamment envie de chier et j'ai avalé une arête de travers dans mon poisson pané. Alors avec une tête aussi suspecte, les flics le coursent vu qu'il est accessoirement recherché par toute la ville. Mais ça ne l'empêche pas du tout de se balader tranquillou bilou dans les rues à la vue de tous. Parce qu'avoir des super pouvoirs ne vous dispense pas d'être super stupide. Super merde, je suis super désolé. Je viens de me super gourer, je suis un super con. Il se planque dans un camion rempli de sable et quand les flics l'attaquent, il leur met une petite dérouillée avant de s'enfuir façon nuage de Tchernobyl. Retour à la fête, Harry se pointe et permet à MJ de se changer les idées, mais autant dire qu'elle va vite déchanter quand la foule demande au tisseur, arrivé sur place et faisant le show, d'embrasser la fille du chef de la police, ce qu'il fait de manière parfaitement décomplexée. Alors, je suis très loin d'être un spécialiste dans les relations amoureuses, qu'on se le dise, mais je pense qu'embrasser une autre devant ta petite copine était probablement la chose la moins classe à faire, mon garçon. MJ part super triste, mais l'homme / nuage / sable arrive pour foutre la merde. Ils font s'attaquer un convoi blindé, suivi de très près par le tisseur, bagarre, et malgré le fait que Spider-Man fait échouer le braquage, il prend quand même une méchante branlée. Le soir même, Peter invite MJ au resto pour lui faire sa demande. Nom de Dieu, mais il est sérieux le mec? T'as une sacrée paire de bouliches, mon pote. Y a même pas 2 heures t'en galocher une autre. Après le petit caméo de Bruce Campbell, Peter prend la grosse tête et ne parle que de lui, malgré le fait qu'MJ aimerait lui expliquer que c'est franchement pas sa semaine. Mais elle met carte sur table, surtout quand Gwen vient se la péter devant eux en coup de vent parce qu'elle a roulé une galoche à l'homme araignée. MJ part vexé, et Peter se retrouve comme un con avec sa bite sous le bras. Le lendemain, il laisse un message à MJ, mais c'est la police qui le rappelle, lui et sa tante sont convoqués au poste pour justement parler de Flynn. Dommage que le film nous ait déjà spoilé la révélation sur le véritable meurtrier de l'oncle Ben. Ouais. C'est con ça. Bref, la police leur explique la situation sur Flynn, et Peter, sans avoir la moindre idée de ce qui s'est vraiment passé, se refait les événements de la mort de son oncle, où il s'imagine Flynn comme un meurtrier froid et cruel avant de péter un câble sur le chef Stacy. Il rentre chez lui, collé à la radio de la police, histoire d'être le premier à lui mettre la main dessus. MJ passe pour l'empêcher de faire une connerie, mais il l'envoie poliment chier avant de se changer et de passer la nuit devant son poste de radio. Malheureusement, rien pour ce soir, c'est donc mort de fatigue qu'il s'effondre sur son lit avant que l'alien, toujours planqué sous son matelas entre les piles de mouchoirs usagés et les magazines de cul, ne lui grimpe dessus de force. Et bien visiblement, le consentement n'est pas une chose qui est extrêmement répandue sur sa planète. La créature fusionne avec le costume de Peter dans une scène franchement pas moche, et Spider-Man se réveille à l'autre bout de la ville dans son tout nouvel outfit qui est, on va pas se mentir, carrément plus classe que son espèce de grenouillère pour enfants. Le petit Gaëtan est attendu par ses parents à l'accueil. Si quelqu'un le voit, merci de nous le signaler. Il porte des couleurs vives, vous pouvez pas le rater. Spider-Black fait donc des galipettes pour s'apercevoir que son nouveau costume le rend encore plus pété qu'avant. Mais dans un éclair de lucidité, ou juste pour faire de l'exposition à vous de choisir, il amène un bout de l'alien au docteur Connor, ce qui explique que ce truc pourrait bien être un symbiote. Un genre d'organisme parasite ayant besoin d'un autre pour survivre, et Connor lui déconseille fortement de jouer avec, ou de se lier de près ou de loin avec lui, car cela pourrait créer une dépendance. Mais c'est un tout petit peu tard puisqu'il en a déjà un costume tout prêt à l'emploi. Et justement, la police signale l'homme sable. Peter prend donc ce nouveau costume pour aller régler ses comptes, car Flynn vient juste de braquer une banque en pleine nuit. Oh putain, enfin un méchant un peu moins con que les autres. Spider-Black arrive sur place, Eddie aussi, et quand celui-ci lui demande une photo, le tisseur éclate son appareil, nous laissant comprendre qu'il a méchamment les boules. Puissance déglaouée. Oui, j'ai la puissance déglaouée. Il suit Flynn qui s'est enfui par les sous-sols jusqu'à la rame de métro et le confronte sur la mort de Ben, avant de salement le passer à tabac. Il finit par le noyer, ce qui fait désagréger son corps qui sera emporté par le réseau d'égouts. En sortant du métro, Peter est comme différent. Il est super agressif, change même de coupe de cheveux pour devenir emo. Oh, ça va, c'est pas si grave. Il est en pleine crise d'adolescence. Ça lui passera. Il va chez sa tante pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et y a Spider-Man qui vient de massacrer le meurtrier de tonton. Mais Spider-Man, il ne tue pas les gens. Attention à ce que tu dis, la vieille, parce qu'un accident dans les escaliers, c'est vite arrivé. Alors qu'est-ce qu'on dit?
Merci, Spider-Man. Ouais, je préfère ça. Elle lui tape un discours sur la haine et la vengeance, ce qui pousse Peter à ranger le costume noir de peur de l'influence qu'il a sur lui. De son côté, MJ dégote un job de chanteuse-serveuse dans un petit bar. Et au lieu d'appeler Peter, elle passe la soirée avec Harry. Et après un cours de cuisine qui sert de Xanax, MJ l'embrasse mais elle se rappelle qu'elle a encore un mec. Un partout donc, mais elle s'en va malgré les suppliques d'Harry, et quand celui-ci saute sur la boisson, il a des flashs et la mémoire lui revient. L'alcool ça tue pas les cellules cérébrales justement? Oh tu sais, à un moment quand on est complètement con, il y a peut-être moyen que ça finisse par faire l'inverse. MJ rentre chez elle pour être accueillie par un méchant jumpscare et bébé bouffon qui la cloue au mur en lui expliquant que si elle ne fait pas ce qu'il dit, Peter mourra. Le lendemain, elle appelle Peter et lui donne rendez-vous pour le larguer comme un malpropre, à base de « c'est pas moi, c'est toi » et il y a un autre gars. Tu sais quoi, Will? À chaque fois qu'on faisait l'amour, j'avais en tête un autre gars. Ouais, moi aussi. Peter prend la chose plutôt bien. Et va donc se confier à Harry, mais cet enfant de Satan rajoute une couche en lui disant qu'il est cet autre gars. Peter part avec la tête d'un type dont la mère serait top 1 dans les tendances Pornhub, avant de réaliser qu'il est éventuellement possible qu'Harry ait retrouvé la mémoire. Manque de bol pour Harry, dans son grand plan machiavélique, il avait pas pris un petit détail en compte. Le costume noir qui rend Peter méchamment burné et dont il a justement besoin d'une excuse pour remettre. J'en connais un qui va prendre tarif. Peter débarque chez Harry et après quelques petites provocations, les deux frères ennemis se mettent joyeusement sur la gueule. Et une fois que Peter a pris l'avantage, il se lâche complètement et brise Harry aussi bien psychologiquement, en lui balançant des vérités sur son père, t'étais pas désiré, mais aussi physiquement puisqu'il termine leur conversation en lui balançant une grenade à la face. Et alors là, c'est festival, Peter se lâche complètement et n'enlève même plus le costume. Oh la vache, il doit puer la transpi à des kilomètres. Quand il voit que Eddie a truqué des vieilles photos du tisseur pour le faire passer pour un voleur et choper le poste au bugle... Ah, vous aussi vous l'aviez oublié cette sous-intrigue? Il débarque et balance Brock devant tout le monde, obligeant Jonah à publier un démenti, faire virer Brock, exige le poste et une belle augmentation, claque son fric en fringue de luxe, ignore Connors quand il lui dit que l'alien est un parasite qui excite les comportements violents, drague tout ce qui bouge, fait la rumba, bref, le gars ne se sent même plus pissé. De l'autre côté de la ville, l'homme sable commence à se régénérer, et là Peter fait une grosse connerie. Il invite Gwen à sortir dans la même boîte où bosse MJ pour la rendre jalouse. Il se donne en spectacle et quand Gwen s'aperçoit du poteau rose, elle se taille alors il va s'en prendre à MJ. Mais quand la sécu lui dit de foutre le camp, Peter perd une baffe en direction de son ex en leur pétant la tronche. Et là il commence doucement à comprendre qu'il était éventuellement possible que le costume le change lentement en quelque chose de mauvais. Il fonce donc se réfugier dans une église et cherche à retirer le costume mais celui-ci n'en a pas fini avec lui. En parallèle, Eddie est venu prier et demander à Dieu de tuer Peter pour se venger, tandis que le tisseur et son parasite ont du mal à couper le cordon. Dans l'affrontement, Spider-Black tape contre la cloche de l'église et le symbiote, étant visiblement sensible au son, relâche son emprise sur lui. Et comme Dieu a un sens de l'humour particulièrement ironique, devinez sur qui va tomber le ver solitaire de l'espace. Eddie entre en contact avec le symbiote et devient ainsi Venom. Et ensuite tout s'enchaîne très vite. Après une grosse discussion avec Tante May qui motive Peter à revoir MJ, l'homme sable, cherchant l'araignée, chope Venom. Mais, retournement de ouf, c'est Venom qui en fait cherchait l'homme sable depuis le début. Hein? Il lui propose de tuer Spider-Man pour qu'il puisse enfin braquer des banques et sauver sa fille, ce que Flynn accepte. Il kidnappe donc MJ pour pas changer et tape une grosse prise d'otage bien médiatisée pour que Peter remarque le truc. Et on remerciera le présentateur télé de faire de l'exposition, histoire de bien démontrer à tout le monde que le mec en noir qui tisse des toiles et boulise les flics n'est pas Spider-Man. Peter chope donc son ancien costume et va demander l'aide d'Harry. Mais bizarrement, depuis leur échange à coups de poing sur la gueule, Harry a un peu perdu la face. Harry, j'ai besoin de ton aide pour battre ces connards. Non. Allez, s'il te plaît. Non. C'est pour MJ. Non. Mais pourquoi tu veux pas? Regarde ma gueule. Je peux jouer double face dans le prochain Batman sans maquillage à cause de toi. Harry refuse donc et là on arrive à la scène la plus pétée de tout le film. En gros, Bernard, le majordome de la famille Osborn, se pointe et dit à Harry qu'il était au courant de tout. Et que, en nettoyant le corps de Norman, il s'est aperçu que, oui, ce con s'est tué tout seul. Alors dans ce genre de situation, il y a deux cas de figure. Le premier... Vous êtes viré. Et le second... Ah merde, mon père était un bouffon. Merci Nanar pour cette révélation. Je vais aller aider Peter. Mais avant, je vais prendre tout mon temps en regardant par la fenêtre de manière dramatique. À votre avis, lequel ils ont choisi? Retour sur MJ qui doit sacrément se faire chier dans son taxi suspendu dans le vide. Et en bon gentleman, Venom lui propose un café le temps de patienter avant l'affrontement final. Sérieux? Ah bah il est plutôt cool en fait. Ah mais moi je déconnais en fait, hein. Elle dégringole de 18 étages et il s'en bat royalement les couilles. Spider-Man arrive sous les applaudissements et un gros, mais genre énorme clin d'œil subtil. Ils foncent sur le taxi sauver MJ, Venom se présente, et entoile Peter après une blague bien grasse. Ouh, mon sens d'araignée s'affole.
Si tu vois de quoi je veux parler, mon pote. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Un camion, judicieusement placé au-dessus de MJ, fait tomber des parpaings, ce qui permet à la jeune femme d'en balancer un sur Venom, histoire que Spider-Man s'enfuit. Mais autant dire que la dégringolade est rude. Une fois au sol, l'homme sable apporte sa contribution, et en essayant de sauver encore la demoiselle en détresse, le tisseur prend méchamment tarif. Ouin, tout le monde est triste, et au moment de lui donner le coup de grâce, une grenade du bouffon vient se planter dans la tronche de l'homme sable. Harry arrive... Et c'est donc un match un peu plus égal qui va se jouer. Il y a grosse baston, Harry arrive à mettre KO l'homme sable, mais Venom s'en prend à l'araignée. Notre Buffy Bouffon Junior se sacrifiera donc en se faisant empaler avec son propre planeur pour sauver Peter, ce qui lui permet, avec des tuyaux en métal, de reproduire les sons forts de la cloche qu'il avait séparée du parasite un peu plus tôt. Il arrive à dissocier les deux couillons, mais la créature peut subitement rester en vie toute seule maintenant. Peter chope une des grenades d'Harry et lui balance dans la gueule, mais ce crétin d'Eddie se jette sur le monstre plutôt que sur la grenade et meurt dans l'explosion. La sélection naturelle, c'est un processus qui a été découvert par Darwin. Alors que son pote agonise toujours dans son jus, Flynn se pointe et explique à Peter que la mort de son oncle était plus un accident qu'autre chose, qu'il regrette et que tout ce qu'il voulait c'était aider sa fille. Peter lui pardonne avant qu'il ne s'envole comme un paix sur un drap de satin. Et enfin, Peter va voir son meilleur ami d'enfance qui s'est quand même fait empaler pour lui sauver les couilles. Gros dialogue à base de Je suis désolé, j'ai fait le con. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est... Trouvez-vous une chambre! Tout le monde chiale et Harry crève enfin. Le film se termine sur Peter qui va au bar où bosse MJ pour la reconquérir dans un film qui a coûté 258 millions de dollars et qui en a rapporté 894 millions. Fin. Alors il y a plein de trucs qui vont pas. Dans la longue liste des facilités et incohérences scénaristiques qui plombent le film, on va commencer par les petits détails. Pourquoi personne n'a dit à James Franco d'aller à la salle, histoire d'avoir un peu de masse musculaire dans sa scène topless? Non, parce que le gars a toujours la même carrure avant et après avoir pris le produit qui est normalement créé justement pour augmenter les capacités physiques. Et surtout, on a vu que Norman était un homme déterminé, capable de tenter une expérience dangereuse pour sauver son entreprise au péril de sa vie. Et il n'était pas fondamentalement un immense connard non plus. C'est une fois qu'il a consommé sa drogue qu'il est devenu complètement fou. Alors pourquoi son fils ne souffre-t-il pas des mêmes problèmes que son père en sniffant la même substance, puisque c'est elle qui est à l'origine de tout? Et venez pas me dire qu'il l'a modifié, hein. Le gars est une burne en science, donc aucune chance. Ensuite, et avant de parler des vrais problèmes qui impactent la qualité globale du film, tirons le diable par la queue encore un peu niveau détail. Quelle chance que cette superbe jeune femme, dont visiblement le physique et le gagne-pain, n'a pas une éraflure quand une poutre de pas moins d'1 tonne traverse comme du beurre son étage, faisant voler morceaux de métal, PVC, débris de murs, mobilier de bureau et surtout des putains d'éclats de verre coupant comme des lames de rasoir, passant à quelques centimètres de son si joli visage. Et tant qu'on est sur cette scène, va falloir m'expliquer qui est le guignol qui a autorisé de mettre une grue au sommet d'un immeuble aussi grand. Alors qu'on soit clair, j'y connais que dalle, mais ça me semble bien plus logique de prendre une grue stratosphériquement plus grande pour la mettre sur le sol et bosser depuis la rue pour, justement, en cas de problème, pouvoir couper le courant ou envoyer de l'aide. Surtout que d'une scène à l'autre, la machine est complètement folle, et quand Spider-Man arrive, elle se dit qu'elle a peut-être assez foutu la merde, et c'est bien gentiment qu'elle s'arrête. Alors, je vais faire jouer la mauvaise foi parce que oui, techniquement, les flics ont dit qu'ils allaient couper le courant. Mais comme on ne le voit pas, eh bien, au cinéma, ce qu'on ne nous montre pas n'existe tout simplement pas. Et je ne parle pas là de hors-champ, une pratique de mise en scène qui est aussi bien utilisée pour raconter quelque chose que comme cache-misère. Là, pour le coup, ça n'apparaît pas dans le film, donc techniquement parlant, eh bien, la grue devrait tourner, tourner, comme un disque bébé. Tournez, tournez. Continuons sur les conneries. Vu comment il fait du bruit son planeur, comment c'est possible qu'Harry soit entré dans l'appart d'MJ sans qu'elle le remarque? Pourquoi l'homme sable se change en vert quand il brûle mais pas quand il explose? Alors j'avoue, j'adore les faits, mais c'est un petit peu con de changer les règles de la physique élémentaire une scène sur deux. Est-ce que cette famille de se faire empaler par son propre matos? Parce qu'on a vu le planeur avoir un système qui permet de revenir automatiquement au gars dessus s'ils sont séparés, mais comme par hasard, au moment où Venom le touche, le truc fonctionne mes couilles. Et pour finir, j'ai déjà expliqué l'utilité du personnage vis-à-vis du deuil national et du 11 septembre, mais là le drapeau c'est vraiment too much, à la limite du mauvais goût tellement c'est forcé. Mais le plus drôle là-dedans, eh ben, c'est que tout ça reste plus ou moins acceptable. Honnêtement, ça arrive à tout le monde de se planter, et rares sont ceux qui arrivent à ne pas avoir quelques petites incohérences qui ne gâchent pas l'appréciation globale du film. Les problèmes du film sont ailleurs, et franchement, tout ce dont on vient de parler, c'est de la gnognotte comparément à ça. On va commencer avec Venom. Alors, si le feu peut tuer les symbiotes, élément souvent expliqué dans les comics, mais ici en fin de film, comment c'est possible qu'ils sortent de la
météorite sans crever. Elle est bouillante là actuellement. Enfin, dans le film, hein. En vrai ça marche pas vraiment comme ça. Et si cette saloperie a vitalement besoin d'un autre être vivant pour survivre, pourquoi est-ce qu'on doit attendre à peu près 1h05 de film pour qu'il fasse ce qui lui est absolument nécessaire pour rester en vie? Parce que je veux bien qu'il y a l'hypothèse de chercher le meilleur patrimoine génétique auquel se lier, histoire de pas être obligé de chercher un autre corps à habiter en urgence. Mais le truc n'est à aucun moment expliqué. Même la scène avec Connors, où on voit que le symbiote est en crush sur Peter, n'explique finalement pas le fait qu'il aurait pu se lier avec absolument toutes les personnes qu'a croisé Peter, depuis qu'il a joué les passagers clandestins, surtout si sa vie est en danger. Ou alors l'idée c'est qu'il attendait que Peter soit mûr niveau colère pour pouvoir se mélanger. Mais si c'est le cas, ça pose deux problèmes. Le premier c'est que pour rappel, Harry est genre ultra haineux, et ils se sont justement battus alors qu'il était déjà sur la mobilette de Peter. Donc, niveau je recherche un gars assez remonté pour s'unir, le meilleur client présentement c'est Harry. Et le second, comme le film n'explique pas le fonctionnement du symbiote plus que le strict minimum, ça pourrait tout aussi bien être des théories de fans ces idées. Mais alors, pourquoi? Globalement, pourquoi ne pas avoir développé le symbiote comme il faut, de sa création à comment on s'en débarrasse? Et la réponse est très simple. Et il y a beaucoup trop de choses à raconter dans ce film. Entre la vengeance de Harry, vite expédiée pendant une bonne partie du film pour les mêmes raisons, la découverte du symbiote et la possession de Peter, son histoire d'amour avec MJ, leur rupture et les tumultes de sa vie d'artiste, l'origin story de Flynn, comment il a récupéré ses pouvoirs, la vengeance de Peter contre lui, le retour des manigances d'Harry, son combat avec Peter, l'introduction d'Eddie, sa rivalité avec Peter et ce qui l'amènera à devenir le nouvel hôte de Venom, son association avec Flynn, et le combat final. Nom de Dieu, il y a tellement de trucs à raconter que c'est plus un film, c'est un cours magistral d'histoire de l'art à ce niveau-là. Et fatalement, ça impacte l'écriture du récit, parce que si je critiquais justement à quel point certaines des ficelles scénaristiques du film précédent étaient visibles, ça passait encore. Là, c'est juste poussif au possible. L'introduction d'Eddie est forcée à en crever. Le camion de sable judicieusement placé pile au bon endroit pour qu'on puisse comprendre que Flynn peut changer de taille alors qu'il n'y a visiblement pas de travaux dans la rue. Le fait qu'il puisse littéralement voler dans une ville où les immeubles servent justement de casseurs de vent naturels, rendant la chose physiquement impossible. Le fait qu'il passe juste devant la parade pour son 1v1 avec le tisseur, les flics qui rappellent juste au bon moment où MJ veut le faire histoire de faire avancer le récit, les journalistes qui font de l'exposition pour gagner du temps, et qui au passage font parfaitement la différence entre Venom et Spider-Man alors que Peter leur a vendu des photos de lui avec le costume noir, et qu'à part la bouche ils sont quasiment identiques, le fait que Venom connaisse les motivations de Flynn pour pouvoir s'associer avec lui, alors qu'il est le seul à les connaître, puisque si l'argument de sa fille n'arrivait pas sur la table, jamais il ne bosserait avec Brock puisqu'il est pas méchant dans le fond, et Bernard qui balance les grosses révélations exactement où l'intrigue a besoin que ces deux cons se rabibochent. Et des trucs comme ça, j'en ai une remorque de 33 tonnes en stock. Et cela vient visiblement des producteurs qui ont imposé la présence de Venom, ce qui a chamboulé totalement le scénario initial. Mais le pire reste l'expérience toute pétée qui a donné ses pouvoirs à l'homme sable. Alors avant toute chose, merci les scientifiques d'avoir pris en compte mes petites remarques du film précédent, sur le fait de pas tester des engins potentiellement cataclysmiques à la boulangerie du coin. Mais là y a rien qui va. Déjà, personne ne fait des expériences au beau milieu de la nuit. Et je sais que les conditions de travail du pays de Jeff Bezos sont pas comme les nôtres, mais je ne vois pas la logique de taper une expérience potentiellement hors de prix à 4h du mat après que toute l'équipe ait 18 heures de travail dans les genoux. Et comme par hasard, c'est juste au moment où Flynn se vautre comme une brique sur le site test que les génies de New York se décident à mettre leur bordel en route. Pourquoi personne ne vérifie vite fait quand le radar indique clairement qu'il y a un truc en dessous de votre machine? Vous justifiez ça par une mouette, mais c'est pas de la magie la science. Si un paramètre change dans l'équation, alors il faut tout reprendre à zéro. Ça n'a pas de sens de laisser couler pour une mouette qui pourrait ne pas s'envoler, ou qui serait morte, ne bougeant donc pas et foutrait toute votre expérience en l'air. Et au niveau des explications, c'est torché avec le cul, parce que le micro-soleil du film précédent restait encore logique, créer une nouvelle forme d'énergie, et celle de Norman du premier aussi, avec le délire d'avoir des soldats beaucoup plus forts sur le champ de bataille, et donc d'avoir moins de pertes humaines. Mais là, c'est quoi le projet? Vous testez quoi sur du sable, les mecs? Y a ni justification, ni un début de piste d'à quoi sert votre dildo géant. Le mec devait juste devenir l'homme sable, alors on colle une machine de science, et pouf, il devient l'homme sable. Et ça soulève un autre problème qui est présent depuis le premier film, et dont je n'ai volontairement pas parlé, justement pour pouvoir tout faire d'un coup. Mais c'est quoi le problème avec les méchants? Nous avons donc au total 5 méchants pour 3 films. Les bouffons verts père et fils, le Docteur Octopus, l'Homme Sable et Venom. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir tous en commun? Eh ben c'est simple, mais aucun d'entre eux n'est véritablement un méchant. Que les choses soient claires, je ne dis pas ça de manière péjorative, donc je m'explique. Si on les prend au cas par cas, Norman est poussé au meurtre par un produit qui le rend violent, Harry par la douleur d'une perte, et comme il ne tue personne, on peut vraiment dire que ce gosse est un epic fail.
loser ce môme. Octopus est manipulé par ses tentacules, et elle le pousse au crime pour réaliser son rêve. Flynn ne cherche qu'à payer les médicaments de sa fille, et enfin, Eddie est littéralement bouffé de l'intérieur par un parasite alien qui transforme un petit con opportuniste en machine à tuer. Vous commencez à voir où je veux en venir, aucun de ces gars n'est totalement responsable de ces actes. Ils ont soit une bonne raison, soit une excuse liée à un élément tiers. J'aime être méchant. C'est vrai aussi pour lui quand on voit que quand Peter tente de le ramener à la raison, le symbiote semble renforcer son emprise avec tous ces trucs noirs qui recouvrent sa tête comme s'il entrait physiquement dans son cerveau. Donc je ne crois pas que ça contredise mes propos. Pire encore, ça va créer des personnages doublons comme pour Octopus et le Bouffon Vert, puisque les deux personnages vont commencer à peu près de la même manière. Très occupés pour Norman et très froid pour Octavius. Finalement, on va découvrir qu'ils ont un bon fond. C'est une expérience ratée qui les transformera finalement en sales fils de... Surveillez votre langue devant le roi, espèce d'abruti. Pour être franc, ça me gonfle, mais d'une force. Parce que c'est juste pas possible de mettre en scène des affreux qui tuent des gens dans des scènes volontairement sombres et lourdes pour les brider juste histoire de rester tout public. Avoir un méchant qui est profondément une ordure permet tout autant de transmettre le message du super-héros vertueux qu'une victime consentante. Limite c'est mieux, parce que la victoire est encore plus satisfaisante pour nous. Car si le méchant ne mérite pas la rédemption, ça porte donc un message encore plus fort sur le bien et le mal. Être ouvert et compréhensif avec ceux qui ont une excuse, sans forcément tout pardonner, et être intraitable mais juste avec ceux qui n'en ont pas. Mais vous allez voir que ce genre de délire, c'est limite une condition obligatoire dans les films de Spider-Man au cinéma. Bon, on a fait le tour du mauvais, alors, le film... il fait quoi de bon? Bah encore une fois, toujours la même chose. J'ai particulièrement apprécié l'utilisation de la Spider-Cam, une énorme caméra reliée à des câbles qui tractent l'engin pour obtenir des plans en hauteur qui étaient justement nécessaires pour mettre en scène l'homme araignée. Elle est présente depuis le premier film, mais je trouve que c'est vraiment dans ce troisième opus où son plein potentiel est exploité à 100%. C'est plus juste pour montrer que le teaser vole, on a le droit à des vrais plans, bien pensés, et plus juste des transitions ou un contexte sur lequel incruster Spider-Man. Ce qui me permet d'enchaîner avec les effets spéciaux que j'ai trouvé franchement bons, même si l'homme sable est assez discutable, pour 2007, ça passe. Mais c'est surtout pas mal en ce qui concerne Venom et Spider-Man. Juste dommage de pas avoir un Venom un peu plus musclé. Alors c'est un détail con et purement personnel, mais j'ai toujours vu Venom comme étant une montagne de muscles, surtout dans la série animée de 94. Et je pense sincèrement que ça aurait permis de faire un très beau contraste entre les deux personnages. L'un massif et détruisant tout sur son passage, et l'autre fin et très fluide dans ses mouvements. Ensuite, malgré tous les sous-scénarios, j'avoue volontiers que l'histoire reste plaisante à suivre, principalement Peter qui devient enfin populaire. Les précédents opus ont montré un Peter subissant ses pouvoirs et être conspué par tout le monde. Et là, ses efforts finissent enfin par payer. Les gens l'aiment, mais ce sont ses amis, principalement MJ, qui traversent une mauvaise phase. Et pour le coup, là où Peter ne pouvait techniquement pas parler de ses problèmes aux autres, mais était toujours bien conseillé au final, eh ben il est nul à chier pour les aider à résoudre les leurs. Parce qu'au final, ce qui fait chier MJ, c'est surtout qu'à chaque fois qu'elle veut lui dire que ça va pas du tout et que son rêve se barre en couille, il ramène tout à lui du haut d'un piédestal qu'ont érigé les New-Yorkais pour lui, ce qui sera la principale raison de leur éloignement dans le film, en plus du coup de pute d'Harry, ce qui rendra aussi Peter particulièrement vulnérable à l'influence du symbiote. Et tant qu'on est sur lui, je le trouve très réussi dans sa forme, dommage que le fond ne suive pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont critiqué le Bully Maguire, la version trop dark de Peter. Tu vas chialer? Mais entre nous, bah je vois pas trop ce qui vous dérange, le mec a juste plus de filtre, il veut qu'Eddie arrête de lui péter les couilles, pouf, il le fait virer comme un malpropre. Il veut qu'Harry lui foute la paix et qu'il paye pour lui avoir volé MJ, pouf, il le défonce. Il veut des fringues de luxe, pouf, il en achète au mépris du fait qu'il est en dèche de thunes. Il veut la jolie réceptionniste qui lui fait de l'œil depuis le premier jour, pouf, il la drague. Un de ces quatre, c'est vous que je vais prendre. Beauf de France. Il veut le job et le bureau qui va avec, pouf, il les prend même pas, il les exige. Le truc, c'est qu'il fait tout ce qu'il n'avait pas les couilles de faire depuis des années. Avoir du succès avec les filles, tenir tête à Jonah, se débarrasser des boulets qui l'encombrent, se foutre des problèmes d'argent, et cette nouvelle attitude marche. Ce qui le conforte énormément dans son ego trip, et dans des conditions pareilles, quand t'es persuadé d'être la meilleure invention depuis le fil à couper le beurre, ben le mec se lâche et ouais, tape carrément la rumba dans la rue. Et avouons-nous quand même qu'on a tous rêvé de faire ça au moins une fois dans notre vie. Surtout quand on a tellement pris la confiance qu'on a absolument plus peur du regard des autres. Il n'y a que quand on lui dit non pour la première fois qu'il devient violent gratuitement. Et ça fait tellement du bien de voir autre chose que la larve animique qu'on bouffe depuis 2 films. Sérieux mec, tu peux tenir un wagon de métro à une main. À un moment, arrête de te laisser marcher dessus par cette espèce de pseudo-playboy lèche-cul. Porte tes couilles, rentre-lui dans l'art, Peter. J'ai aussi trouvé bienvenue les quelques petites touches d'ironie placées par-ci par-là, histoire de plus facilement faire passer des pilules un peu grosses. Exemple quand Flynn répète qu'il n'est
n'était pas quelqu'un de méchant, mais qu'il a juste pas de chance, ce qui se révèle être vrai, puisque toute sa vie n'est qu'une succession de mauvais timing ou de manque de bol. Harry qui dit se sentir apaisé depuis qu'il a perdu la mémoire, soit abandonner sa quête de vengeance, et qui finira par trouver la rédemption en passant à autre chose. MJ qui avait peur que personne ne l'entende passer le premier rang, ce qui sera justement l'argument principal contre elle de la part des critiques. Ou encore quand Peter fait virer Eddie et qu'il le supplie de ne pas le faire. Il lui répond que s'il cherche la rédemption, il n'a qu'à aller à l'église, et devinez justement où il va choper Venom. Et pour terminer, eh bien c'est toujours un petit peu pareil, même si au niveau changement, le film fourmille de plans, caméra, épaules plutôt jolis. Une bonne BO, de bonnes scènes d'action, un bon rythme, soit tout ce qu'on a déjà retrouvé dans les autres films. Il n'y a pas fondamentalement d'autres évolutions, selon changer la qualité globale d'image, puisqu'on n'a plus le grain dégueulasse de la pellicule, et les effets spéciaux qui ont bien évolué depuis 2002. Et au final, je le dis et je le répète, mais les films sont à considérer comme une saga, et donc doivent être analysés dans leur ensemble. Ils sont donc plutôt sympathiques, surtout quand t'as rien sous la main, je n'en garde pas fondamentalement un mauvais souvenir, mais je pense, contrairement à la majorité des gens, que ce ne sont pas les meilleurs films sur l'homme araignée. En restant objectif, il faut vraiment mettre la nostalgie de côté et se dire une chose. C'était vraiment cool pour l'époque, mais aujourd'hui, bah c'est pas terrible non plus. Les incohérences sont excusables pour certaines, mais grossières pour d'autres. La CGI et certaines transitions sont datées, le jeu d'acteur est digne d'un téléfilm M6, les combats sont mous et certaines des idées de mise en scène sont bien pensées mais trop vite oubliées, au profit d'une réalisation simple, sans trop de prise de risque. Et franchement, on va pas se mentir, la plupart des gens adorent ces films pour la simple et bonne raison qu'ils sont sortis quand on était gosse. Mais perso, c'est mon cas, et avant de me dire ça, j'ai envie de vous demander, vous les avez vus récemment ? Parce que moi oui, et c'était franchement pas l'expérience du siècle. Et je ne pense pas être le seul à me dire que nos exigences en termes de dramaturgie et de mise en scène ont quand même pas mal évolué en 20 ans. Ouais, tu dis ça, mais quand on voit les recettes des films Marvel, tu te dis quand même que les exigences de certains volent carrément ras du sol. Mais nous verrons tout cela en temps voulu, puisque nous venons de terminer la saga Maguire, et nous allons pouvoir entamer ce qui fait battre mon petit cœur, la saga Andrew Garfield. Petit instant bonbon. Encore une fois, nous remercions le duo comique pour leur participation ainsi que leur magnifique voix, à Kogamiye pour nous avoir gentiment prêté son costume de Spider-Man, il a une chaîne Twitch et le lien est en description. Ainsi qu'à Pikaobane, notre expert en tisseur de toile qui a accepté de nous filer un petit coup de main histoire qu'on dise pas trop de conneries dans cette vidéo qui est à présent terminée. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. C'était votre humble serviteur Simon Belmont qui vous dit à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Oh, il pue la pisse et la peur, j'adore ça.